Attention, vous écoutez un programme audioactif. J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Comics Discovery. Alors vous l'aurez vu et vous l'aurez entendu. Bah vous l'aurez vu, non, il n'y a pas de live. Oui, bah justement, vous ne l'aurez Ah. point vu. Cette semaine c'est férié, donc la radio est fermée. On n'a pas eu de live, mais vous avez quand même votre dose de Comics Discovery hebdomadaire. En deux mots. De quoi? En deux mots. Non, en un seul mot. Vous m'énervez avec ça. Mais cette fois, on est en équipe un peu restreinte, puisque tout le monde est en crise de foie, à force d'avoir mangé du chocolat. Je suis avec Faye, salut Faye. Oui, bonjour. Et je suis avec quelqu'un dont vous avez beaucoup entendu parler, et que vous avez Tu entendu veux dire dont tu as beaucoup dont j'ai beaucoup parlé, et qui a été présent pendant une émission de Teen Titans, je crois. Non, c'était sur les jeunes équipes de super-héros. Ouais, il étions nous avait tête à parlé des tête, Teen j'ai Titans, je crois. Ouais. Entre autres, ouais. Et c'est Spades de Comics Fair, salut Spades. Salut. Ça fait plaisir que tu sois là, et en plus ça me permet de faire une annonce que je n'avais pas fait la semaine dernière, mais dans vous cette émission-là. dans cette émission-là, mais vous l'avez, j'avais oublié de le dire la semaine dernière, mais vous l'avez peut-être entendu, puisqu'il y avait le petit pré-générique, et là aussi, normalement, il y a le petit pré-générique. Nous avons rejoint le label Audioactif. Ouais. Et c'est un peu, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est un peu le label de Spades? Non, c'est un peu ton bébé quand même, non? C'est en fait, j'en suis l'un des fondateurs, oui. C'est tout simplement, on s'est réunis à plusieurs podcasteurs qui avions l'habitude de travailler ensemble pour se donner un peu plus de poids et de force dans la masse de podcasts qui existent déjà. Comme on l'a déjà dit dans Geek en série, mais on va le répéter, c'est un podcast, c'est un label qui contient pas mal de podcasts, que des podcasts de qualité, De qualité. pour l'instant. Ouais. Mais comme on les a rejoints, Bah maintenant il n'y a plus de qualité, c'est ça que tu veux dire. du coup, pour les gens qui connaîtraient un peu le podcast, il y a des noms que vous pouvez peut-être connaître si je vous parle de 80s, le podcast dont Spades et Faye font partie. Faye les a rejoints il y a pas si longtemps. Ouais, Ouais, c'est tout trop à cool. fait. Et vous allez parler bientôt de... Enfin, est-ce que je peux le dire ou est-ce que... Oui, tu peux. De quoi? vous allez parler bientôt de comics, puisque vous allez faire un épisode sur Superman. Ah, Tout à fait. Mais moi j'ai pas pu y participer. Je suis triste. C'est dommage. Ouais. Mais en tout cas, vous avez... au cinéma, t'en as parlé en comics un peu ou c'était sur... Non, c'est surtout orienté sur les 4 films de Christopher Reeves. Ok. Bah, de grands classiques, moi. Voilà, moi j'aime tout à pas fait. trop les films de... C'est des bons souvenirs d'enfance, tu vois. Ah ouais. Moi je les aime vraiment pas, ces films-là. C'est pas- Mais c'est parce pas que grave. toi tu n'as pas d'âme d'enfant. Je n'ai t'as pas déjà d'âme dit. d'enfant et j'aime trop Batman vs Superman, ça doit être pour ça. Donc, il y a aussi VHS et Canapé, et Tout à tous fait. tous les podcasts frères et sœurs de VHS et Canapé, dont Tu veux y arriver, Screen, non c'est Screenplay, non le truc de Rano, comment ça s'appelle déjà? Screenplay, il y a aussi Screenplay, C'est à louer ouais. près de chez vous. Voilà. Et Scoring, qui est leur émission dédiée à la musique de film. de films. Ouais. Il y a aussi C'est qui en pôle qui parle de MotoGP, et à bien Précis de Moto GP. GP. On s'est fait engueuler par Bardock parce qu'on n'avait pas précisé comme il fallait. Bah, MotoGP c'est Moto Grand Prix, je crois, c'est ça? Tout à fait. C'est des motos qui font des prix. Je ne sais plus. Non, On va c'est se faire en taper gros un dessus. podcast qui fait le débriefing de toutes les courses qu'il y a au fur et à mesure de la saison. Donc, Ok. Est-ce que j'en ai oublié? Il y a Oui, Backlog il y a Ouais. Backlog, Peu il y a de Monster aussi. et il y a Comics Fair. Et comme Aussi. les Comics Fair, et puis Mediscamois de Murdoch, donc qui fait ce qui est en pôle aussi. Si on commence à être un bon paquet de podcasts, et puis on va s'agrandir au fur et à mesure, tout doucement. Ouais, c'est cool, c'est que des passionnés. Et nous, ça nous fait plaisir de vous rejoindre. Ben, Ouais. Vous êtes le bienvenu. Hein.
Et c'est ce que je dis à chaque fois, vraiment, ce qui fait vraiment plus plaisir, c'est nous, c'est vraiment par affinité et pas par idée de rejoindre un label. C'est plus, on rejoint parce qu'on vous apprécie, qu'on discute ensemble. Voilà. Et qu'il y a des amateurs de Commando, et c'est comme ça qu'ils m'ont charmé. Parce que moi aussi, j'aime beaucoup ce film. Voilà. La base de Audioactive, c'est vraiment qu'on s'entende tous bien. C'est surtout ça le concept de base, c'est des potes qui se réunissent pour essayer de promouvoir le podcast. Et bah c'est parfait. Voilà. On va essayer de continuer à transmettre tous ensemble notre passion. C'est ce qu'il faut. Voilà, pour la pop culture et le podcast en général. Ouais. Et aujourd'hui, James, nous allons parler de quelle passion dans ton émission ? De quelle passion aujourd'hui, pas de news, parce que j'avais la flemme un peu et que j'avais pas envie. Mais j'ai pas pu être là la semaine dernière pour les news Star Wars. Ah oui, c'est vrai, tu as comment... loupé une belle... Est-ce que tu veux parler vite fait tu veux donner ton avis ? Est-ce que Spades, tu veux donner ton avis sur le trailer de Star Wars ? Il s'en fout. Vu que je ne l'ai pas vu... Alors ça moi j'ai très vite. beaucoup de théories et j'en ai mais je vais pas j'en ai bien parlé avec Mathieu, il m'a de suite envoyé des messages, on a fait nos théories. Tu feras un épisode spécial de Geek en série sur Ah mais alors de Ciné Blabla, Ciné Blabla. Oui, Ciné Blabla, on fera sur quelque chose, mais je pense que sur Geek en série pour fêter la sortie, on parlera peut-être de Mandalorian ou peut-être on fera un épisode spécial Rebels. J'inviterai l'ami David pour parler de ça, de Star Wars en direct. Moi j'ai pas envie de regarder Rebels. Mais c'est très bien. Bon, la saison 1 de Rebels c'est un peu moyenne, mais ensuite c'est très bien, c'est une très bonne série. Voilà. Et peut-être que tu vas parler de Clone Noir quelque part ailleurs. Peut-être. Voilà. Je ne dis pas plus pour l'instant. Dans l'expectative. Oui, de toute façon, je gère en toujours fait, tu vas atterrir dans tous les podcasts. Dès que ça parle de Star Wars, il faut que tu pop. Bah non, mais je sais pas moi. C'est elle qui se fait inviter. On m'invoque en disant mon nom 3 fois et j'arrive comme ça. Faye, le Beetlejuice du podcast. Voilà, exactement. En moins crade quand même. Ça dépend des jours. Je rigole. Du coup, on va se lancer dans. Bah non, on va pas direct se lancer dans le vif du sujet, parce que si vous avez vu le titre et la miniature, vous savez que comme Infinity War, Endgame, excusez-moi. Infinity War a déjà sorti, mais c'est Endgame qui sort cette semaine. On va vous parler d'Avengers, on va aussi d'expliquer pourquoi on aime Avengers, et puis on va vous donner des titres à lire autour de cette équipe qui pourrait être intéressant. Parce que oui, il y en a. Et on va commencer quand même à discuter un peu avec Spades, et on va lui demander comment tu as découvert les comics. Et on va commencer juste par ça, et puis on verra après. Les comics, c'est comme pour Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je fais partie de la génération qui a grandi avec les revues Strange et compagnie, donc moi c'était mes frères aînés qui achetaient ça au marché tous les jeudis matins, puis je les lisais derrière. Et ça m'a permis en fait de découvrir beaucoup de titres, parce que cette période-là en fait il y avait vraiment un catalogue très très large de comics. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'univers qu'on pouvait découvrir, et par contre il y avait pas mal de censure, il me semble, non, à cette époque, je dis peut-être des bêtises. En fait t'as beaucoup de revues où ils redessinaient certaines histoires pour pouvoir censurer un peu. Et c'est dommage, mais d'un côté ça a vraiment permis de découvrir des univers qu'on n'aurait pas découvert autrement, vu qu'il y avait de la censure qui coupait court à tout, quoi. Moi je me souviens avoir découvert dans les pages de Strange, parce que je l'ai déjà dit, j'ai acheté les Strange quand j'étais petit, le Daredevil de Frank Miller, et puis de l'avoir relu après dans une version non censurée. C'était j'ai eu l'impression que j'ai lu un truc totalement différent. Ah oui, il y avait des grosses coupes qui étaient faites dedans. C'est comme pour Dragon Ball à la télé, quoi. En fait, il y avait la censure qui était active. C'est clair, ou Ken le Survivant, encore le célèbre exemple. Oui. Ah, mais c'est vrai. Et du coup, est-ce que il y a des séries de cette époque-là, de ton enfance, qui vraiment t'ont marqué, et donc dont t'as encore souvenir, donc tu pourrais nous parler? Je suis un énorme fan de Moon Knight, mais le Moon Knight original, créé au tout début des années 80. C'était une série qui me marquait beaucoup. Pourtant, c'était on va dire une copie chinoise de Batman à la base. Mais le truc, c'est que la série m'a profondément marqué, quoi. Les pages de Sienkiewicz dessus étaient absolument folles. Puis le personnage, quand même, qu'est-ce qu'il a la classe.
Et du coup, tu disais ça c'était dans quel Dans Moon Knight, tout simplement. En fait, okay, c'était pas publié chez Semic Luke à la base, c'était publié chez Artima, qui avait créé un magazine qui s'appelait Moon Knight. Ah, ok. Et dans les années 90, donc Semic publiait la deuxième série dans les versions intégrales, qui étaient là pour le coup non censurées à l'époque. Ok, bah c'est cool. Ouais. C'est vrai que j'ai pas trop lu de choses sur ce on l'avait traité, mais je sais pas si tu l'avais fait. On avait fait une version. Je crois que c'est la version de Lemayer qu'on avait. Oui, fait. c'est celle-là que j'ai lue. Celle où il sait plus s'il est fou ou pas. Et ça, c'est la version qui a strictement rien à voir avec le Moon Knight originel. D'accord. Il faudrait que je teste l'original. C'est vraiment très bien le Moon Knight de Lemire, mais le problème c'est que c'est pas Moon Knight pour moi, quoi. C'est une excellente série, mais le personnage a été tellement changé depuis que Brian Michael Bendis a pris la main dessus, où ils ont décidé en fait d'en faire un psychopathe, un schizophrène et compagnie. Et le problème, c'est qu'à la base, c'était vraiment une copie de Batman, où Mark Spector était un milliardaire qui menait une quadruple vie, là, pour le coup. En fait, il était encore plus fort que Bruce Wayne. Parce qu'il avait son identité de milliardaire, il avait son identité de Mark Spector, qui est sa vraie identité, qui est donc un mercenaire, ce qui lui permet de devenir milliardaire. Il avait sa personnalité de Moon Knight, et il avait une quatrième personnalité, où en fait, il était chauffeur de taxi. Donc pour pouvoir sillonner la ville et recueillir des informations. C'était une série qui était vraiment bien foutue à l'époque. Et il y a vraiment des pages de Bill Sienkiewicz qui sont absolument ahurissantes encore aujourd'hui. C'est sur ce titre-là qu'il a complètement explosé, Sienkiewicz. Ah ouais, c'est des personnalités ou des identités du coup? C'était des identités, il était absolument pas considéré comme fou à l'époque. C'est en fait, je crois, Charlie Hudson, au début des années 2000, qui a décidé que c'était des personnalités parallèles et qu'en fait, il était schizophrène, quoi. Ok. Ça me fait penser un peu à Split, là, Night Shyamalan, là, peut-être qu'il s'est inspiré, je sais pas. Ouais, je sais pas, peut-être, ouais. En tout cas, il m'a bien déçu. Parenthèse. Non, c'est Glass qui t'a déçu. Split, t'avais bien aimé. Mais celui-là aussi m'avait un peu déçu. Oui. Ok. J'en profite. Et du coup, qu'est-ce qui t'a, t'as continué à lire du comics. Normalement, t'as jamais eu de, moi, en parlant avec beaucoup de fans de comics qui sont comics quand ils sont fans de comics, qui sont lecteurs de comics quand ils sont petits. Il y a toujours un moment où ils lâchent un peu l'affaire et genre adolescent. En fait, oui, c'est des phases, mais même encore adulte, il y a des années où je lirais quasiment plus de comics, et puis après, je vais me replonger dedans à fond. Là, actuellement, en fait, je dois dire que ni DC ni Marvel ne m'enchantent guère, donc je ne lis quasiment plus aucun titre de chez eux. Ouais, tu lis que de l'indé du... Oui, voilà, ou alors des vieux titres Marvel et DC qui me parlent beaucoup plus que ce qui se fait actuellement, quoi. Okay. Après, c'est vrai que l'offre, justement, en indé est quand même pas mal intéressante. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de titres qu'on a traités dans l'émission que j'ai vraiment beaucoup apprécié, contrairement à certains titres Marvel ou DC. Même dans l'indé, je trouve qu'il commence à y avoir une uniformisation de l'indé qui est pas très plaisante, quoi. T'as des exemples En fait, le truc, c'est qu'on a quand même certains auteurs qui ont pris la mainmise sur le marché indé. Et on va tout le temps te parler des mêmes, Rick Remender, Jonathan Hickman, les Mayer, Brian K. Vaughan. Ils sont tous très bons comme auteurs. Le problème, c'est qu'ils écrivent tous leurs titres de la même manière. Et au final, même si j'adore les Mayer, ça m'emmerde de lire le 15e titre de les Mayer du mois, écrit exactement comme les 14 premiers, quoi. Ouais. Donc toi, tu penses qu'il faudrait qu'ils se renouvellent un peu Donc, en fait, je pense qu'il faudrait un peu plus de place pour les autres. En fait, ils sont là, mais ils sont tellement invisibles vis-à-vis des poids lourds de l'indé que ça devient problématique. Et ça, c'est en fait plus le boulot des éditeurs et d'à côté de nous, en tant que pseudo-influenceurs, de pousser en avant tout ce qui se fait en dehors de ces titres-là. Parce que, franchement, Hickman, il n'a pas besoin de ma promo, quoi. Ah bah oui, c'est sûr qu'il est quand même bien connu. Voilà. Mais bon, peut-être qu'il est fan, peut-être qu'il dit « Mon Dieu, est-ce que Spade va parler de moi ?» Tu vois. Moi, j'aime pas trop Hickman, donc... Oui, bah toi, façon. Voilà, tous ces auteurs-là sont tous très bons, leurs titres méritent de réussir. Mais au jour d'aujourd'hui, où quand même,
ça coûte cher d'acheter du comics, surtout quand tu l'achètes en single pour soutenir l'industrie. Faut vraiment choisir, et si en fait le milieu se fait phagocyter par les gros ténors de l'indé, en fait l'indé ressemble à la même chose à chaque fois, quoi. Et on perd cette diversité qu'on avait avant. Est-ce qu'il y a des titres actuels vers lesquels tu pourrais, tu pousserais nos... Après, on est très VF, donc peut-être que ça va être plus compliqué, mais oui, ça vers lesquels tu pour moi aussi. tu pousserais peut-être ou même des éditeurs en disant ah oui, si vous n'avez pas essayé, je pense à, je sais pas si ça te parle, Valiant ou Valiant, le problème c'est que ils sont un peu en train de mourir, j'ai l'impression, hein, ça. C'est franchement, en termes de vente, c'est pas foufou. Puis en termes d'histoire, en fait, j'ai complètement décroché de ce qu'ils faisaient, quoi. Okay. Il n'y a pas d'autres éditeurs qui te... Black Mask, qui est un auditeur qui a plein de surprises. C'est... On a lu des trucs de... We Can Never Go Home, normalement. Ouais, on l'a fait, ouais. Ah ouais, c'est ça. On n'avait pas trop aimé. C'est un éditeur qui se permet beaucoup de choses, quoi. C'est vraiment un petit éditeur qui paye pas de mine. Notamment en 2017, ils ont sorti For Kids Walk Into a Bank, qui est pour moi le meilleur titre de 2017 et 2018, quoi. Ok. C'est un mélange de Goonies et de... Ouais, c'est un mélange entre Goonies et Ocean's 12. Ok. Et on va surveiller ça de près. Si ça sort en VF, c'est ça ? De quoi ? Tu veux dire si ça sort en VF ? Ouais, j'espère que ça sortira en VF. Mais vu que tu en dis tant bien, peut-être Par contre, c'est particulièrement moche, hein, mais c'est très bien quand même. Mais des fois, t'as l'histoire qui transcende la mocheté de l'image, quoi. C'est marrant, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire le... Moi, je sais que j'arrive, ça dépend des auteurs, mais... moi, si l'histoire, tu vois, elle m'accroche, je vais passer outre les dessins. Mais si l'histoire, elle est aussi moche que les dessins, non. Là, je pense à le titre qu'on a fait la semaine dernière, dont les traits étaient un peu particuliers, Marshall Law, que t'as pas du tout aimé. C'est l'écriture, en fait, j'avais du mal. Je comprends les thématiques, ce qu'ils veulent faire et tout, mais c'est la façon de le faire qui, moi, personnellement, m'ont pas accroché. Mais je pense que c'est un titre, soit tu vas rentrer dedans, soit tu vas rester hermétique. Oui, totalement. Mais c'est pas, je vais pas le dire que c'est une grosse merde ou un truc comme ça. C'est des titres particuliers. On en a déjà bien parlé la semaine dernière. Mais moi, j'étais pas là. Et on l'a bien vendu. Je sais pas si tu aimes Spades, mais nous, on a vraiment aimé. C'est un bon petit comics, oui. Du coup, tu fais Comics Fair depuis un moment déjà. Vous en êtes à combien d'épisodes déjà ? Là, on en est à la 3e saison. On en a à peu près une 40aine d'épisodes au total, en comptant One Shots First et Comics Fair. Donc pour résumer un peu Comics Fair, et moi c'est la phrase que je vois déjà Faye qui lève les yeux. Ah, mais j'en peux plus. Même la nuit, je dors et j'entends Comics Fair. Non mais j'en peux plus. Hein. Donc la phrase que j'ai pour définir un peu ce podcast, c'est le podcast de comics qui parle le moins de comics pour moi, puisque en fait vous parlez surtout de ce qui se passe autour du comics, de son contexte, de ses auteurs et de ce qu'il a de ce qu'il a changé, je ne sais pas. En gros, on s'appuie sur un titre pour vous présenter des auteurs qu'on va dire classiques du comics, et vous parlez aussi donc des coulisses de l'industrie du comics, mais aussi des thèmes de la culture pop en général. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette émission ? En fait, c'est Greg qui m'a proposé de faire l'émission. Ouais. Donc, on était tous les deux des auditeurs de Comic City, qui reste donc pour moi le meilleur podcast comics français. Et donc, on était souvent sur le chat à discuter ensemble. Et puis, en fait, ça matchait bien ensemble. Et donc, lui était sur un podcast qui s'appelait Flashpoint, qui était dédié à l'univers DC. Moi, j'avais fait un podcast qui s'appelle Panel Comics, qui a été abrégé assez rapidement. Puis, il m'a proposé, et si on faisait un truc ensemble, et puis donc on a construit Comics Fair comme ça, quoi. Ok. Et pour les gens qui auraient envie d'avoir un peu plus les origines de comment ça s'est passé, vous pouvez aller écouter le Comics Discovery qu'on a fait en décembre, avec où il y avait Gray aussi, où on a parlé de comment parler de comics sur internet, et où on a discuté un peu plus longuement de ce sujet. Un podcast très intéressant que je vous conseille d'aller écouter. Et du coup, on a fait un peu, on va peut-être se lancer
dans le sujet du podcast. Donc on va parler d'Avengers et j'ai demandé à Faye de nous faire un petit historique autour de l'équipe. Alors je vais faire ça avec beaucoup d'émotion. Si je dis une connerie, vous m'arrêtez. Ouais. Spade, tu vas pour la première fois, tu vas pouvoir dire en direct quand on dit des conneries, plutôt que de dire sur Twitter. Alors, je fais ça pas, je le fais en DM en règle générale. Non, mais je fais des recherches quand même. Hein. Attendez, hein, je note pas n'importe quoi. Après, s'il y a des erreurs, ça vient pas de moi. Enfin bref. Alors moi, j'ai lu que les Avengers étaient apparus en premier en 63 et que c'était une réponse en fait face à la Justice League. Et ce qui démarque les Avengers de la Justice League, c'est que non seulement ils doivent faire face à de grosses crises, mais en même temps, ils amènent leur crise personnelle dans l'équipe. Donc c'est ça qui fait que c'est un groupe qui va être un peu dysfonctionnel, si je puis me permettre. Et là, on voit un peu une différence, ce que je te disais de James Rolfe par rapport aux films, où les films, ça va être plus chacun, ça va pas marcher parce que chacun a un ego démesuré, alors que là, ça va être plus... Voilà, ils sont à la fois sur une mission et à la fois sur leurs soucis. On verra, il y a pas mal de titres qui ont ces exemples-là. Je ne veux pas trop spoiler ce qu'on parlera tout à l'heure. Alors, sachez qu'au début, la première team originale, il y avait donc dedans Tony Stark, donc Iron Man. Il y avait Thor, il y avait Bruce Banner, donc alias Hulk, hein, vous le savez. Il y avait Henry Pym, donc Ant-Man. Il y avait sa femme, Jeannette, c'est ça, Von Dyne, Ouais, Von Dyne. Von Dyne, donc la guêpe. Et il y avait, qui arrivait un peu plus tard, Steve Rogers, c'est-à-dire ce Captain America. D'ailleurs, bon, il est revenu oui. dans l'univers Marvel, dans les Avengers. En effet. Il a été décongelé dans Avengers numéro 4 de mémoire. Ils l'ont passé au four à micro-ondes. Voilà. C'est une envie de Kirby, ça, à ton avis, ou c'est, enfin, je sais pas. De quoi ? C'est une idée de Stan Lee. Alors, moi, j'ai noté que ça serait Stan Lee et Jack Kirby qui auraient lancé l'idée. Okay. J'ai trouvé ça sur plusieurs sites. Oui. Non, mais de ramener Steve Rogers. Ah, de ramener Steve Rogers ? Alors ça, par contre... En fait, Captain America, c'est jamais réellement arrêté. Simplement, en fait, la version de Captain America qui était en activité dans les années 50, elle plaisait pas du tout ni à Kirby ni à Stan Lee, parce qu'elle était très influencée par le macartisme et puis par le Comic Code. Donc en gros, c'était un Captain America qui était foncièrement raciste et ce qui était gênant vu que donc Kirby et puis Stan Lee sont quand même diamétralement opposés au racisme. Ouais. Donc en gros, ils ont décidé que Captain America était mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais pas vraiment, et que donc celui qui avait lieu dans les années 50, c'était un usurpateur, quoi. Qui d'ailleurs va revenir plusieurs fois dans l'histoire de Captain America pour contrer ça. Ce côté usurpateur. Surtout le côté raciste, en fait, ça va devenir un représentant de l'Amérique raciste, notamment dans Winter Soldier de Brubaker, on parle de ce personnage-là, quoi. Ok. Bah, tu vois, c'est intéressant d'avoir la précision, je trouve. Ouais. Ensuite, au niveau des Avengers, bon, sachez, chers auditeurs, qu'en gros, il y a à peu près tout le monde qui y est passé. Hein. Je ne vais pas vous faire toute la liste exhaustive, parce que sinon, on y passerait la nuit. Je vais juste vous résumer, en gros, les grosses étapes. Donc, dans les années 80, par exemple, on va avoir plusieurs groupes d'Avengers. On va avoir le groupe officiel. On aura ensuite les Avengers de la côte ouest qui sera dirigé par notre ami Hawkeye. C'est ce qui a été entre cool, deux cette maisons série. rénovées. Ouais, j'ai lu quelques petits morceaux un peu en faisant mes recherches et c'était pas mal. N'est-ce pas, mon petit James ? T'as aimé, toi ? C'était dans Strange, ça. Non, moi, j'ai des souvenirs de ça. Et surtout, en fait, West Coast Avengers se positionne dans une optique particulière des Avengers, parce que donc c'était une période où ils ont décidé d'introduire beaucoup de personnages mineurs de l'univers Marvel dans les Avengers, notamment dans la team officielle. Il y avait Circe des Eternals qui était présente. Ouais. Et le truc, c'est que les West Coast, c'était vraiment des seconds couteaux, donc que ce soit Hawkeye et Mockingbird qui étaient tous les deux des... C'est ça, il y avait la chose dedans, il y a l'homme de sable, normalement, la torche. Ça, c'est dans les Avengers classiques. Dans les West Coast... dans les classiques, dans les West Coast Avengers... Attends, je me trompe. Dans les West Coast Avengers, de mémoire, il y avait donc Iron Man, mais la version Jim Rhodes.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Tigra, qui est donc une meuf en bikini avec de la fourrure de tigre. Cherchez pas, années 80. C'est Cheetah, mais en tigre, quoi. Voilà, mais en cool. Et donc il y avait Power Man. Et Hank Pym, en fait, qui revenait en héros. En fait, fin des années 70, début des années 80, il y avait un gros arc avec Hank Pym dans les Avengers, où il était accusé du meurtre d'un criminel qui s'appelle Ted Duff, Egghead, et qui avait complètement détruit le personnage. Et c'était vraiment une reconstruction où là, il n'était plus ni Ant-Man, ni Giant Man, ni Yellow Jacket. Il était vraiment Hank Pym. Et il était le technicien scientifique des West Coast Avengers. C'était vraiment une super série. Il y avait vraiment des très bonnes idées. Il y a des trucs un peu cringy quand même dedans maintenant. Notamment, je pense à l'arc concernant Mockingbird. Donc, en fait, Mockingbird, c'est donc la femme de Hawkeye. Hawkeye, ouais. Et dans la série, en fait, elle va subir un contrôle mental par un ancêtre du Ghost Rider qui va abuser d'elle sexuellement. Elle, quand le contrôle mental va s'arrêter, de colère, elle va tuer son violeur. Et en fait, c'est ce qui va provoquer la fin de son couple avec Hawkeye, parce que Hawkeye est incapable d'accepter que sa femme soit devenue une meurtrière. Et à l'époque, c'était peut-être maladroit. Je comprends l'intention des auteurs à l'époque, mais c'est vrai que c'est pas très clair de la manière dont c'est fait, quoi. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Bah après, quand tu vois la réécriture qu'ils ont fait de Mockingbird, où alors elle était totalement consciente de ce qu'elle faisait, qu'elle était absolument pas contrôlée mentalement, que c'était totalement son amant, mais qu'elle l'a tué pour pas se faire gauler par son mari, je suis pas sûr que la réécriture actuelle elle soit plus tolérable, quoi. Bah, c'est un peu tiré par les cheveux, Ouais. je trouve. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder les vidéos de Rétrophile où ils parlent justement de tout cet arc-là. Donc c'est fait avec beaucoup de second degré et beaucoup d'humour, mais ils vous parlent un peu de cette époque des West Coast Avengers. Ok. D'accord. Juste pour finir, il me semble à peu près à cette époque-là, il y avait un autre groupe d'Avengers qui a été créé, aussi par Hawkeye, d'après ce que j'ai trouvé, qui seraient les Avengers des Grands Lacs. Les Alors là, Great j'ai Lakes. pas trop... En fait, c'était une blague créée par John Byrne à la base. D'accord. En fait, les Great Lakes Avengers, on va dire si les Avengers et les West Coast Avengers de l'époque c'était des seconds couteaux de l'univers Marvel, là c'était carrément les petites cuillères, quoi. C'est vraiment des personnages qui sont tous plus ridicules les uns que les autres. C'est vraiment très très drôle à lire à chaque fois qu'ils apparaissent. Notamment, il y a un personnage dedans, si je me rappelle bien son nom, ça doit être Big Bertha. Et c'est donc une top modèle qui a le pouvoir de devenir super obèse et super costaud à cause de sa masse corporelle. Et c'est que des personnages complètement pétés comme ça, quoi, en fait. Dans les il y en a pas qui s'appelle Dorman, et en fait, son pouvoir, c'est qu'on peut traverser, oui, et on peut traverser à travers lui. Et il y a un personnage, son pouvoir, c'est d'être mort. Super. J'ai envie de dire, c'est génial comme pouvoir. Je sais plus le nom, mais je crois que c'est, non, je sais pas si c'est Flatman, mais un mec il a le même pouvoir que l'homme, que Mr. Fantastic, sauf qu'il est plat. Et il peut passer, enfin, c'est très ridicule. Les portes, c'est pas ça? Ouais, ce genre de conneries. Ouais. Mais voilà, les Great Lakes Avengers, c'était vraiment ça. C'était une blague, quoi. Puis le truc, c'est que ça ressort de temps en temps parce que ça nous avait fait marrer à l'époque. Et donc les auteurs aiment bien les ressortir quand ça leur prend, quoi. D'accord. C'est pas là qu'est apparu Squirrel Girl, enfin, où elle faisait partie de l'équipe dans Squirrel, ouais, écurriette, comme ça a été traduit en français. Comment ça a été traduit? Écurriette. Ah oui, bah c'est logique, hein, que je vous dise. On va pas les embêter. Hein. Mais en fait, ouais, il me semble qu'elle a participé aux Great Lakes Avengers, mais les incarnations récentes, pas ceux de l'époque. D'accord. Bon, je continue quand même d'avancer sur les Vas-y, Avengers. fais-toi. Alors, en gros, je continue à vous résumer parce que c'est un bordel, leur vie c'est Dallas. En gros, sachez que fin des années 90, à un moment, il y a eu une séparation. Puis il y a eu Onslaught avant ça. Qu'est-ce que tu dis? Il y a eu Onslaught à un moment où ils sont tous morts et puis ils sont tous revenus. Oui, enfin c'est un gros bordel, il y a des séparations, des surtout, morts. Hero Reborns, voilà, j'allais y arriver, par Monsieur Pérez, me semble, et Monsieur... c'est le truc dont je voulais vous parler. Voilà. C'est le petit don. Voilà, donc il va y avoir un nouveau groupe qui va arriver donc dans ce
dans ce comics. Après, en 2004, on a Avengers Disassembled, où va y avoir plein de morts, pareil, puis ça va partir en cacahuète. Et puis plus tard, ils vont se remettre ensemble et on aura la Civil War. Je vous fais vraiment en large parce que sinon on en a pour 50 ans, les enfants. Qu'est-ce qu'on a ensuite après la Civil War? Pouh, un gros bordel. Alors ensuite, on va avoir un espèce de retour aux sources où Tony Stark va faire son équipe officielle. Et il y aura une équipe non officielle qui sera faite par Monsieur Captain America. Donc là, on retrouve un peu ce que vous avez vu dans ce pseudo-film appelé Civil War, que je n'aime pas. Et ensuite, plus tard, on aura les Dark Avengers qui se passent en fait après Secret Invasion. Ouais. Voilà, je vais y arriver. Où là, on a Monsieur Norman Osborn. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard parce que c'est le titre que j'ai choisi. Qui va monter en fait sa team. Donc moi, c'est un titre que j'ai plutôt apprécié, mais je vais vous en dire un peu plus après. C'est rigolo qu'autre chose. Voilà, c'est très rigolo. Et ensuite, on continue dans la folie Avengers. Alors attendez, tac, que je m'y retrouve. Donc après, on aura en 2010 ce qu'on appelle un peu l'âge héroïque, avec un groupe qui sera... Enfin, il y aura plusieurs groupes. Il y aura le groupe de Maria Hill. Il y aura un groupe qui sera fait par Luke Cage. Donc c'est un gros bordel. C'est pas les New Avengers de Mendy, ça? Je sais plus, attends, j'ai noté. Je m'y perds à force, il y a trop de groupes. Ouais, mais tu fais, oui, je fais en gros. Tu fais pas trop chier à faire un sachez que ça continue maintenant, mais c'est toujours pareil. C'est on se prend la tête, on se sépare, on se remet ensemble. Enfin, c'est vraiment. Mais je crois qu'ils se sont séparés il y a même pas trop longtemps. Oui, quand on a fait l'espèce de relaunch dernièrement, ils reformaient une nouvelle team parce qu'ils avaient plus. C'est ça. À un moment, avec la sortie du premier film, ils ont refait une autre team avec les persos. Civil War 2. De quoi? Surtout avec Civil War 2 où c'est un peu parti en couille apparemment. Mais là je disais juste qu'à un moment ils ont refait une équipe avec les persos qu'on voit dans le premier Avengers pour cadrer en fait avec la sortie du film, puis c'est reparti en couille. Je crois que c'est Alpha. Et là dans New All Different on a encore une nouvelle équipe où on a Iron Man, Vision, Captain America mais qui est fait par qui est incarné par Sam Wilson. Sam Wilson, ouais. Voilà, on a Thor qui est Jane Foster, on a Miss Marvel, on a Spider-Man qui est Miles Morales, enfin voilà, c'est un peu le bordel. Et il y a aussi une version alternative dont je vous parlerai tout à l'heure qui est donc Ultimate Avenger, scénarisé par Mark Millar. Oui, non, mais c'est comme c'est à part, je l'ai mis à part. Mais en gros, voilà, j'essaie de couvrir un peu ça. Et pour les lecteurs qui s'y connaîtraient pas trop, en gros, retenez que les Avengers, c'est les feux de l'amour, c'est Dallas, ça se sépare, ça se remet ensemble. C'est toujours un gros bordel. En gros, les Avengers, c'est comme la Justice League. C'est tous les personnages de l'univers Marvel passent un moment dans l'équipe. Voilà. C'est aussi simple que ça. Oui, voilà. On peut résumer encore plus rapidement. Mais il y a quand même du fun, il y a de l'action, il y a des prises de tête. Mais vous verrez que je trouve... Enfin, moi, perso, je trouve que ça change des films où vraiment le film, ça va être plus dans le culte de la personnalité et chacun arrive avec son ego. On a du mal à se supporter, alors que dans ce que j'ai lu en comics, c'était vraiment plus un perso va pas être bien parce que, je sais pas, il a une crise avec sa femme, parce qu'il a perdu quelqu'un, parce qu'il y a eu tel ou tel truc, et c'est vraiment, on retrouve la marque de fabrique Marvel dans cette équipe-là. Voilà. Allez-y, vous pouvez me conspuer. Non mais t'as raison, ça va totalement avec le titre dont je voulais parler, puisque c'est un peu ça. On peut peut-être commencer par moi, puis après on va... Oui, après on peut faire Spade. Enfin, je sais pas quel titre il a choisi. Ouais, est-ce que t'as choisi un titre ou deux à présenter à nos auditeurs? J'avais choisi les West Coast Avengers, mais bon, on peut zapper vu que j'ai d'en parler. Et en fait, je pensais parler de la guerre Chris Krull. Ok. Vu que c'est un peu dans l'actualité. Comme ça, il fait après toi, puis moi je fais Dark Avenger. D'accord. Bon, c'est pas dans le, c'est pas chronologique, mais c'est pas bien grave. C'est pas grave. Alors moi je voulais parler de ce que tu dis. Donc tu parlais le Heroes Reborn de Kurt Busiek et George Pérez que vous pouvez retrouver dans Avengers de Busiek et Pérez qui est sorti en 2015 chez Panini. C'est en 2 volumes et vous avez une bonne partie du run des deux. Donc c'est juste après Onslaught. Je vais pas résumer Onslaught, mais c'est un moment où il y a un gros méchant qui apparaît et qui tue qui tue entre guillemets une bonne partie des personnages de l'univers Marvel.
Et on a tous les Avengers. Je crois qu'il y a les 4 Fantastiques aussi. Est-ce que les X-Men sont impliqués dans... Oui, puisqu'il y a... C'est pas la sorcière rouge qui est impliquée ou je confonds avec une autre Non, titre, c'est un autre truc encore. C'est dans quel autre titre déjà qu'elle est impliquée? C'est dans House of M. Non, il y a un autre truc où elle revient aussi. J'ai vu il y a pas longtemps. Non, mais elle passe son temps à partir et revenir, faut pas chercher. Donc une bonne partie sont morts et ils vont revenir. Et donc on va avoir besoin d'une équipe d'Avengers. Et c'est là que va intervenir les Avengers d'origine. Donc Captain America, Iron Man comme tu disais, Hulk, Thor, Hank Pym et la Guêpe, qui vont qui vont sélectionner une partie des Vengeurs, mais du coup ils vont être au début du run de Busiek Perez, je pense qu'il y a une bonne centaine d'Avengers, puisqu'en fait on commence direct par une espèce de, je vais appeler ça un event, c'est pas vraiment un event, mais il y a beaucoup de personnages qui vont intervenir, où c'est Morgan la Fée qui va amener tout le monde dans le monde arthurien. Et en fait, vous avez tous les personnages qui vont interagir dans une espèce de version d'eux-mêmes, mais en arthurien. Et là, il y a des personnages qui vont se rendre compte. C'est un peu House of M avant l'heure. Ils vont se rendre compte que, en fait, non, ils sont pas vraiment dans leur monde. Et ils vont devoir se rebeller contre Morgan, mais c'est pas vraiment cette partie-là dont j'aimerais vous parler, même si ce petit bout de ce run est vraiment c'est marrant, ça se tape dessus, il y a plein de personnages, c'est assez grandiloquesque, ouais, grandiloquent plutôt. Grandiloquent, ouais. Ouais, grandiloquent, c'est mieux, ouais. Donc c'est assez grandiloquent, c'est assez épique. Et c'est vraiment tout ce qu'on cherche en fait quand t'as envie de lire du Avengers. C'est des milliers de personnages qui se tapent dessus. Donc ça c'est cool. Mais moi c'est plus le moment d'après où en fait ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup trop et qu'il va falloir recréer une team mais un peu plus réduite. Plus recadrée et réduite. Ouais. Quoi. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous retrouver face à plein de Avengers mais qui vivent pratiquement ensemble, et en fait tu les vois un peu interagir ensemble. En fait c'est un peu une télé-réalité quoi. Ouais, j'irai pas jusqu'à là, mais en fait ils ont tous des problèmes, notamment la sorcière rouge qui ne contrôle plus trop ses pouvoirs. Elle a toujours des problèmes de toute façon. Ouais, c'est un peu le début de la fin là, j'ai l'impression. Elle contrôle plus ses pouvoirs et elle fait revenir Wonder Man dont tu as parlé tout à l'heure. Donc Simon, merde, c'est comment son nom de famille? Simon. Non, je ne sais plus. Simon, putain merde, j'ai zappé alors que je l'ai lu cet après-midi. La mémoire d'éléphant est incroyable. Moi je te laisse chercher, je trouve ça drôle. Tu sais même pas, tu sais qui? Non mais je te cherchais, je pourrais vérifier. Mais... Tu pourrais vérifier, mais tu ne vas pas le faire car tu aimes me faire. J'aime râler. te voir souffrir. Non mais c'est pas grave. Donc alors qu'il est mort, elle le fait revenir à la vie plusieurs fois et elle sait pas vraiment son mari. Et donc Vision est morte et mais il est mort. Enfin il est mort mais il est revenu et il a plus d'émotion donc elle ne sait pas. C'est le Vision blanc, non? Non, il est pas encore Vision blanc. Mais non, c'est avant alors. C'est quand il est il a plus de corps. Ah oui, ok. Il s'occupe des télécommunications. Il est en hologramme la plupart du temps. Ils doivent s'éclater au lit. Bah du coup ils sont plus ensemble à cette époque-là. Et en fait, il y a plein de personnages qui vont interagir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de les voir interagir dans le groupe et de voir comment vit le groupe. Et ce qui est super intéressant dans ce moment, c'est que c'est pas juste les Vengeurs qui vont aller taper sur quelqu'un qui a des problèmes. C'est les Vengeurs qui vont aller essayer de taper sur quelqu'un ou essayer de bien faire les choses, mais comme ils s'entendent pas vraiment entre eux, notamment on a Hawkeye qui avant, du coup quand tu en parlais dans West Coast Avenger, était chef d'équipe et maintenant commence plus trop à supporter que Captain America, donc, qui est leader à cette époque-là, lui donne des ordres, donc il y a un peu ça qui l'emmerde. En fait, en gros, leurs plus gros ennemis dans cette histoire, c'est eux-mêmes. Bah, c'est leur ego, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et vraiment, Busiek, en fait, lui, son
son talent, c'est d'écrire des personnages avec des vrais caractères humains. Et c'est vrai, c'est ça qu'il aime faire, et c'est ça qu'il a fait dans ses Avengers. Et il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a les petits personnages de Firestar et de Justice, donc qui sont deux personnages qui viennent de New Warrior, une équipe, c'est une espèce de Teen Titan du pauvre, version Marvel, et du coup eux ils viennent d'être engagés comme réservistes, et t'as Justice qui est complètement super fan des Avengers, et ils sont en couple tous les deux, et qui vit son rêve d'être un Vengeur. Et à côté on a Firestar qui peut utiliser ses pouvoirs, mais qui en même temps ses pouvoirs lui dégradent sa santé, donc elle ne sait pas à quel point elle peut les utiliser, et on sent que elle est pas très à l'aise dans tout le long. Tu sens que la meuf elle a pas envie d'être Vengeur, elle préférait être chez les New Warriors où elle était tranquille, mais en même temps elle veut soutenir son copain qui lui est à fond, et vraiment c'est ce que tu disais, c'est des personnages humains, et c'est toutes ces petites interactions, c'est vraiment cool. Et même si on les voit en train de tabasser des vilains, le plus intéressant, c'est les petits moments de quotidien où tu les vois interagir dans le manoir Vengeur avec Jarvis, donc Jarvis qui est le majordome le majordome des Vengeurs J'allais dire le majordome de l'espace. Mais non, ce n'est pas le majordome de l'espace. Mais et du coup, moi, ça c'est un run quand j'ai commencé à lire les comics, c'est ça que je lisais, que j'achetais tous les jours, tous les mois. Oui. Ouais, dans Vengeurs, je sais plus quel magazine c'était, que Panini sortait à l'époque. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert cet univers. Et vraiment, j'en ai des super souvenirs. Je trouve que Perez, c'est super beau. Ça a un peu vieilli. Je sais pas si ça... Mais... je trouve que les dessins, ils font assez vieux, mais moi, ça me déplaît pas. En fait, le truc, c'est que Perez, on lui reproche souvent de faire du classique. Forcément, il est l'un des créateurs du style classique, quoi. Donc, il fait du classique parce que c'est lui qui a imposé cette vision-là, quoi. Mais vraiment, je crois que c'est mes meilleurs souvenirs sur la team. Et c'est les premières fois où je les lisais, parce que quand je lisais Strange, il y avait pas Avengers dans le... Et surtout que cette série, elle revient de loin, parce qu'en fait, cette série, c'est une relance des Vengeurs juste après donc l'épouvantable expérience des Heroes Return. Ouais. Donc en gros, c'est suite à Onslaught, Marvel a décidé de relancer certains titres en les confiant à l'équipe de Image Comics. Ouais. Et donc les Vengeurs et Captain America étaient confiés aux soins de Rob Liefeld. D'où la fameuse cover du Captain America avec un très très gros pec que tout le monde a vu à peu près 100 000 fois. Et en fait, Heroes Reborn et Heroes Return, c'était l'apocalypse tellement c'était nul, quoi. Et donc personne n'aurait pensé que Busiek allait réussir à ramener les Vengeurs de manière intéressante. Et il a fait vraiment un très bon boulot, quoi. Ouais, mais vraiment, il y a tout un truc qui arrive plus dans le deuxième de tomes. C'est des gros tomes à 35 €. C'est tout la partie du run avec Ultron, qui est vraiment très cool, où Ultron a envahi la Latverie, et il va enlever les Vengeurs, parce que en fait on va vite comprendre que chaque Vengeur est un peu une partie de la famille de Ultron, puisque ils ont tous été on la vision, les deux femmes de Jocast et Alkena, ont été copiées par Hank Pym et par Ultron après, du coup, par un monde des Vengeurs. Je crois que Jocast c'est la guêpe, et Alkena je ne sais plus, il me semble que c'est Vanda, la sorcière rouge. D'ailleurs Vision en fait, à la base, Vision, c'était le corps de la Human Torch originale, donc le personnage qui était dans les Invaders, qui a été créé durant les années 40 par Timely Comics, avec l'esprit en fait de Simon Williams, dont le fameux Wonder Man dont tu parlais tout à l'heure. Ah, donc le nom que je cherchais tout à l'heure, qui n'a pas voulu me donner. Donc c'était Simon Williams.
C'était trop drôle sinon. Mais Et donc ouais. c'est Et il y a le moissonneur aussi dans qui est le frère de le Simon. frère de Simon Williams, qui est un vilain un peu classique des Vengeurs. Et donc vous allez voir tous ces personnages qui interagissent entre eux. Il y a même une histoire de secte à un moment, et un autre personnage qui s'appelle Triathlon. Même ça parle de racisme, puisqu'on parle que finalement c'est une équipe qui a beaucoup de personnages, mais il y a peu de, enfin c'est beaucoup des blancs quoi. Et donc ça parle de ça. Et vraiment, pour moi, ce bout de Avengers, c'est tout ce qui fait le sel d'un bon truc autour des Vengeurs. Non, mais je suis d'accord avec toi, on retrouve un peu l'essence de ce qu'on voulait avec cette équipe, de voir justement que c'est pas facile de fonctionner ensemble. Et les persos sont plutôt bien écrits. En même temps, tu vas te divertir parce que il va y avoir des bastons, il va y avoir un peu de tout. Ouais, mais t'as raison, c'est un très bon titre. Mais justement, le truc, c'est que là, ça marche parce que c'est des personnages qui sont cassés. C'est des personnages qui sont pas bien dans leur peau et compagnie. Contrairement à... tu prends globalement Justice League, quand tu fais la Justice League classique avec Superman, Batman, Wonder Woman, t'as la Trinité qui sont parfaits et intouchables. Et là, c'est pas le cas. Vraiment, ils sont pétés. Et forcément, il y a des failles dans leur relation. Mais c'est là que tu vois la différence, parce que par exemple en Justice League, moi quand je lis, j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe qui fonctionne pas des masses, parce qu'il y a un gros manque de confiance et qui se méfient les uns les autres. À part la Trinité qui essaye de... Non, ça en fait, ça dépend totalement de qui écrit la série. C'est comme pour les Avengers. J'ai dû tomber sur les paranos, moi, alors. Ouais, en fait, c'est une grosse mode de dire « Ouh, rien ne fonctionne parce qu'il y a forcément un traître chez nous. » Que ce soit les Avengers ou que ce soit la Justice League, dans les deux équipes, tu vas avoir des passages comme ça qui va revenir à peu près une fois par an. Parce que c'est facile à écrire et puis c'est du faussement intelligent, mais ça fonctionne malheureusement. Mais là vraiment en fait l'intérêt de Marvel en général et notamment sur les Avengers, c'est que les personnages en fait c'est des personnages qui sont vraiment cassés et quand tu essaies d'emboîter des pièces qui sont cassées entre elles, ça donne quelque chose de souvent très intéressant. Et en plus, ils se cachent tous. C'est l'époque où... mon Captain Marvel, qui s'appelle pas encore Captain Marvel, à l'époque c'est Warbird. Donc t'as le colique, t'as en fait, il y en a Wanda qui gère pas ses pouvoirs, mais qui le dit à personne parce qu'elle gère plus ses pouvoirs. Mais je trouve qu'une autre force de ce titre-là, c'est qu'il s'imbrique vraiment bien dans le reste de l'univers Marvel. Enfin, moi, ce que j'en lisais à l'époque, c'était vraiment cool parce que du coup, les problèmes que vous allez revoir en lisant dans les Avengers, donc les problèmes de Carol Danvers, Warbird, ça va se répercuter dans Iron Man, puisque Iron Man est un ancien alcoolique, donc il va essayer de la prendre sous son aile. Quand vous allez lire la série Iron Man, vous allez voir des trucs qui va se répercuter dedans. Hawkeye qui n'a plus confiance qui ne veut plus qu'on le traite comme un second couteau et qui voudrait être le chef, va prendre la tête de Thunderbolt. Donc de l'équipe Thunderbolt, et je sais pas si tu as des souvenirs de cette série, mais je l'avais lu à l'époque et vraiment j'ai des super c'était très nostalgique. Non, c'était une très bonne série pour l'époque. C'était les Thunderbolt en fait c'est l'équivalent de la Suicide Squad chez Marvel, et c'était vraiment un excellent titre à l'époque. Et du coup, Hawkeye, qui lui aussi est un criminel repenti, donc c'est que des criminels repentis à cette époque-là, va les prendre sous son aile et essayer d'en refaire une équipe digne de ce nom. Et c'était vraiment cool. Et je sais pas qui c'est qui gérait un peu tout ce tu vois ce qui se passe là, c'est ce qu'on appelle un boulot d'éditeur dans le comics. Et c'est ce qui se fait de plus en plus mal aujourd'hui. Et puis moi, c'est le gros problème que j'ai avec les comics de Marvel et DC actuellement. C'est des auteurs qui ont tellement d'ego qui refusent de prendre en compte le reste de l'univers. Et les éditeurs, en fait, comme ces auteurs-là sont bankable, ils osent rien dire. À l'époque de Busiek et Perez, même si Perez, c'est la légende des comics, s'il décidait de faire un truc, l'éditeur lui dit « Tu me corriges ça tout de suite, ça n'a rien à voir ». Busiek était pas peut-être que je confonds. Il est pas passé rédacteur à un moment aussi. Éditeur, il a dû le faire à une période, si.
Ouais, donc peut-être, voilà, le mec connaissait un peu le... Non, et comment puis ça se fait. et le boulot d'un éditeur dans le comics, c'est vraiment d'aller voir l'auteur, lui dire ça colle pas avec le canon, ça convient pas, ça t'as pas le droit de le dire. Tu vois, on a eu le scandale du dessinateur qui a mis des messages racistes Ouais, et ouais. antisémites dans X-Men. Ça, dans les années 90, il y avait l'éditeur qui était en Ça charge serait de... pas passé. Bah, ça aurait pu se passer parce qu'il y avait quand même des trucs qui étaient subtils, d'autres beaucoup moins subtils. Les messages genre les 555 qui en fait seraient un truc antisémite dans une île du Pacifique, je sais même plus laquelle, ça serait passé. Mais par contre, le Kitty Pryde qui passe à côté d'une bijouterie, et puis que tu vois juste oui, le Jew de jewelry au-dessus d'elle, ça serait jamais passé. Parce qu'il y avait un vrai éditeur qui faisait son travail, quoi, à l'époque. Et on l'a dit, enfin Georges Pérez, c'est vraiment très beau, quoi. Enfin, moi je trouve ça vraiment très 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 beau. Mais Pérez, il avait pas bossé sur du Teen Ouais, Titan ou Si, Il a c'est lui qui a créé les Teen New Titan. Teen Titans avec Avec Mark Paul Wolfman. Ouais, il a fait aussi qui était Crazy. très bien aussi. Il a fait aussi Crisis on Infinite Earths, Mhm. qui est donc une légende. Son run de Wonder Woman dans les années 80 est vraiment Oui. très très cool. C'est vrai, je confirme. Donc ouais, moi je peux que vous conseiller d'aller vous jeter sur... Si vous êtes vraiment fan des films, ça va pas trop vous parler, je pense que c'est pas les Mais, personnages des films. Enfin, pour mais... reprendre au niveau des films, enfin au moins sur les deux premiers, en relisant des titres, je me suis aperçu que Joss Whedon, il avait pris, tu vois, des petits bouts par-ci par-là, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'inspiration sur le Ultimate, quand j'en parlais Ouais, tout c'est à l'heure. plus Et Ultimate. d'ailleurs, c'est marrant, Ultimate, il fait la préface du numéro. Mais quand même, tu vois que Whedon, il lit des comics et qu'il a pris quand même par-ci par-là et qu'il a essayé un peu de reprendre. Mais la certains Vanda, éléments, même quoi. le Tony Stark que vous verrez là, c'est pas du tout les Tony Stark des Non. films. Bah après, voilà, il faut gérer aussi avec Ouais. ce qui a été importé Et dans le film, du hein. coup, je pense que le problème de cette série, c'est qu'elle est pas du tout New Reader friendly. Il y a beaucoup de personnages. Il y a peu d'explications C'est sur. clair, il y en a, tu vois, soit je me rappelais plus trop, soit je savais pas qui Bah, c'était. je vous dis, fallait au vérifier. début, il y a quand j'ai une lu. bonne centaine d'Avengers. On va pas vous expliquer qui est qui. Ouais, ouais. Et va falloir faire l'effort d'aller chercher à chaque fois. La ça. lecture ne reste pas désagréable. Bah écoute, mais- j'ai relu là quand même pour l'émission, et c'est vrai que tu vois, heureusement j'avais le téléphone, j'allais revérifier certains noms des fois juste pour me remettre dans le contexte, donc je suis d'accord avec ce que tu dis. Et la trad aussi, elle est un peu datée. Il y a des blagues qui sont un peu poussives que tu Oh, sens bah, un tu peu. vas voir dans l'Ultimate, c'est la Par exemple, quand t'entends parler Thor qui parle en vieux français, un peu, ouais, enfin, il y a des moments où tu souris un peu en mode ah ouais, c'est pas très drôle. Oui, mais Thor est écrit aujourd'hui en parlant en vieux anglais. Donc à la rigueur, t'es obligé de traduire ça par du vieux français. Ouais. C'est logique. C'est Mais en même temps, Thor n'est pas drôle, James. Et un autre truc qui est très très cool sur cette série, c'est qu'elle a écrit sur la longueur. Mhm. Il y a des petits trucs que vous allez voir Ouais, qui se retrouvent plus qui tard. vont se retrouver plus tard. Busiek a pensé son récit sur plusieurs numéros et on sent des trucs arriver au fur et à mesure. Il tease plein de choses il écrit comme s'il tissait une toile et vous allez complètement tomber dedans si vous appréciez cette lecture. Et je ne peux que vous conseiller ces deux titres que je vous rappelle que vous allez retrouver Avengers par Busiek et Pérez, tome 1 et 2 à 35€, les deux chez Panini Comics. tout à fait. Voilà. Bah, c'était magnifique, James, merci. C'est des titres que tu aurais conseillés À la rigueur, ouais, dans les grandes runs des Avengers, pour moi, il en fait clairement partie, quoi. Mm. C'est. on peut enchaîner avec ton. Bah moi, en fait, je suis parti classique, on va dire. Je suis parti sur les Avengers de 89 à 97, qui sont connus en fait comme étant un arc qu'on appelle la guerre Kree-Skrulls. Donc en fait, si vous avez vu le film récent Captain Marvel, bah voilà d'où vient plus ou moins la majeure partie de ce qui se raconte dans le film. C'est un récit qui est ultra important pour les Avengers et pour l'univers Vengeurs, enfin pour l'univers Marvel en général. Donc ce que ça raconte, c'est que tout simplement les Kree et les Skrulls, qui sont deux races aliens, s'opposent depuis la nuit des temps. Ronan l'accusateur
est décidé à éradiquer les Skrulls. Et pour ça, en fait, il va se servir donc de Captain Marvel, mais le Captain Marvel original, pas donc Carol Danvers, mais bien Marvel le cri. C'est pas le perso qui est censé être joué par Jude Law, non? Je n'en sais strictement rien, je n'ai pas vu le film. Je regardais Non, James, c'est mais le perso de. il devait ça pas y spoil un être, peu, non, donc, non. Ah bon, C'est... tu couperas. Ouais, je couperai, ouais. Voilà, c'est en fait, Marvel est un... pour moi, c'est un personnage culte. C'est déjà un super-héros qui était vraiment cool à l'époque, qui a fini sa carrière en mourant d'une manière qui est incroyable. C'est celui qui a un cancer ou Ouais, normalement. voilà, c'est tout simplement, il le tue de quelque chose d'aussi, entre guillemets, bénin qu'un cancer, alors que c'est le mec qui s'est opposé à des menaces cosmiques et compagnie. Et à Thanos notamment. Ouais, et le truc, en fait, c'est que la mort de Captain Marvel est vraiment un événement chez Marvel, à tel point qu'en fait, même s'ils reviennent quelques fois dessus, en fait, ils sont jamais décidés à ressusciter le Marvel original définitivement. Donc là, pour le coup, Captain Marvel, à l'époque, est bel et bien vivant, et surtout, en fait, il est coincé dans ce qu'on appelle la zone négative, qui est donc une dimension parallèle, et donc pour pouvoir intervenir dans notre monde, il est obligé d'échanger sa place avec Rick Jones. Donc Rick Jones, pour les jeunes lecteurs, c'est le sidekick ultime. Il est apparu dans le tout premier épisode de Hulk. C'était donc le petit con, en fait, qui a provoqué l'accident qui a créé Hulk. Oui, j'ai oublié son nom, putain. Et en fait, le truc, c'est que donc il est resté ami avec Hulk. Il a été son sidekick pendant plusieurs temps. Au bout d'un moment, Hulk est devenu Hulk définitivement. Donc Rick Jones s'est retrouvé à devenir donc le nouveau Bucky de Captain America. Et un jour, en fait, Captain America, ou ce qui semble être Captain America, le dégage à coups de pompe dans le cul, et donc là, il va découvrir des bracelets, on va dire un peu étranges, qui, lorsqu'il les frappe, en fait, lui permettent d'échanger sa place à Captain Marvel. En fait, c'est quasiment le Billy Batson de Shazam, quoi. Ok. Rick Jones, c'est un personnage qui est très très emblématique, qui est vraiment très très important, et là il va avoir un rôle encore plus important dans cette saga, parce que la résolution ne pourra venir que par lui. Et c'est vraiment en fait une saga épique, cosmique, où vraiment tout le monde en prend plein la gueule, et où vraiment l'univers est sauvé juste par un gamin. C'est vraiment un titre vraiment vraiment très cool, qui est scénarisé par Roy Thomas, qui est donc l'un des plus grands scénaristes de son époque. Et au dessin, on trouve donc Neil Adams et les frères Buscema. Donc là, comme les deux autres, c'est de très très haut niveau. C'est du classique pur. Moi, si je dois vraiment vous conseiller du Avengers classique, c'est vraiment ça, quoi. Ah, c'est pas mal, hein. Franchement, moi, ça me donne envie. Je l'ai pas lu, celui-là, mais... Alors, je suis en train de pas, regarder. franchement. C'est un titre que vous allez pouvoir retrouver, si je ne me trompe pas, qui est ressorti il n'y a pas très longtemps. Si c'est ça, je regarde. Avengers 89-87, et bah oui, c'est ça. C'est Avengers, la guerre Kree-Skrull, pour Panini, pour 22 €. Il est sorti le 13 mars 2019. Bah oui, Donc, il y a ils ont dû en pas profiter de... très de longtemps, ressortir pour le avec film, quoi. Tom et Adams Buscema au dessin. Et, Ah bah écoute, c'est pas mal. Vu qu'il Non, est et puis, ressorti, Puis si vous aimez en fait les sagas cosmiques des Vengeurs comme la Croisade Cosmique et compagnie, le Gant de l'Infinité, vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment la guerre Kree-Skrull, c'est un jalon qui est très important dans toute la saga de la saga cosmique en général, quoi. Bon bah James, je crois que c'est un titre qu'on va se procurer Ouais, parce que ça me donne envie. ça a l'air très sympa. Ouais. Et du coup, les dessins ont l'air sympas. Donc, enfin, je sais pas si la couve de qui, si elle est de Buscema, mais elle est très sympa. Donc, De toute façon, Neil Adams ou les frangins Buscema, c'est jamais décevant, quoi. C'est très classique, mais c'est d'un très bon niveau d'un très bon niveau technique à chaque fois.
Tes souhaits. Merci. Et donc c'est un peu ce qui a posé la première pierre sur le MCU du coup, puisqu'on l'écrit, les Skrulls, c'est des trucs qui reviennent même maintenant, ça vous parlera En fait, les Skrulls apparaissent même, puis même les Kree apparaissent à la base dans Fantastic Four. Ok. En fait, tout ce qu'on appelle le courant cosmique de Marvel, ça s'est créé pièce par pièce à travers plein de titres. Et notamment beaucoup dans les Fantastiques, en fait, le Super Skrull, qui est donc un personnage, un Skrull modifié génétiquement pour avoir les pouvoirs des 4 Fantastiques. Voilà, c'est un ennemi récurrent des 4 Fantastiques classiques. Les Kree apparaissent, en fait, sont très liés aux Inhumains. Ouais. Et le truc, c'est vraiment, en fait, c'est là pour la guerre Kree-Skrulls, ils ont récupéré plein de petites pièces, ils ont créé une vraie grande saga qui après devient encore plus étoffée avec les ans grâce à l'arrivée de la mort de Captain Marvel, malheureusement. Thanos qui commence à se révéler sous la plume de Starlin. C'est assez intéressant à voir. Et puis c'est des trucs qui ont des répercussions, hein. Enfin, je pense, quand j'y sais encore maintenant, j'ai lu Young Avengers il y a pas si longtemps, et du coup, pour l'origine d'un des personnages, je vais pas vous dire qui, on parlait de cette guerre Kree-Skrull, ça a encore des répercussions maintenant et sur ce que vous lisez, quoi. Le Marvel original, même si c'est un personnage qui est mort au tout début des années 80, c'est un personnage qui a encore beaucoup d'importance au jour d'aujourd'hui. C'est notamment ce que tu disais pour les Young Avengers. Parce qu'il est le papa de quelqu'un. Voilà. Petit spoil. Tu peux pas t'en empêcher. Ouais. Hein. Et il est content en plus. Ouais. Hein. Oh là là. Faye, est-ce que tu veux prendre la... Oui, oui. Et Alors, de quoi moi, tu veux nous vais, parler t'en avais choisi 2 du coup? Bah c'est toi qui m'as dit. Ouais, je t'en ai tu imposé, fais 2 titres. Non mais en plus c'est tombé sur ce que je voulais donc très bien. Ça va, j'ai eu de la chance. Ouais. Alors moi je vais parler de Dark Avenger qui est sorti. On en va finir 2009. avec Ultimate. Ouais. Ouais. J'avais lu ce titre à l'époque parce que je commençais à sortir avec toi et je voulais me remettre aux comics et je me suis dit je vais l'impressionner, je vais lire ça. Mais j'ai tout compris, c'était très bien. Donc du coup c'est Monsieur Bendis qui est au scénario et au dessin. Alors c'est un Monsieur Mike, alors je n'arriverai pas à prononcer son truc. Deodato, je connais. Attends, j'ai écrit Deodato. Deodato, voilà, merci. Excusez-moi, j'ai du mal avec les noms. Et moi j'ai bien aimé ce titre, je trouvais ça marrant. Donc, comme je vous ai expliqué, ça se passe après Secret Invasion. Il n'y a plus Tony Stark. Il se fait virer parce qu'on pense que c'est de sa faute si la Secret Invasion a eu lieu, quoi. Et il y a le Shield en gros qui est plus vraiment Shield, c'est Norman Osborn qui le dirige. Ouais. Et il veut créer donc sa propre team d'Avengers. Et il y en a qui vont pas vouloir. Par exemple, il y a Miss Marvel, elle va pas vouloir, elle va partir. Il y en a plein qui vont démissionner. Mais ils savent tout. Enfin, le monde sait que Norman Osborn, c'est pas que Norman Osborn. C'est quelqu'un de très bien, mais bon, voilà. Dans de la team, je crois qu'il reste que Ares et Sentry, me semble-t-il. Ouais. Et du coup, il se dit puisque c'est comme ça, je vais remplacer les gens qui sont partis par d'autres gens. Et en fait, il prend en gros des méchants. Donc lui, il se donne le rôle de Iron Man, enfin de Iron Patriot. Ouais. Il prend Opal il lui donne le costume de Miss Marvel. Donc Opal, c'est une ancienne de Thunderbolt. Oui, voilà. Ouais. Il prend le fils de Wolverine et il lui file le costume de Wolverine. Qui c'est qui récupère encore? Et Bullseye voilà. pour jouer Hawkeye. Voilà. Ouais. Et il prend Venom pour jouer Spider-Man. Donc il fait sa petite team. Un petit point à relever, en fait, il faut savoir que Norman Osborn, en fait, à l'époque de Secret Invasion, dirigeait donc les Thunderbolts, et que c'est un peu eux qui ont sauvé la situation en apparence pour le monde. C'est pour ça qu'en fait, il se retrouve à la tête du Shield, qui va devenir le Hammer. Voilà. J'allais en parler, c'est bien. Et qui donc décide de créer sa team d'Avengers, quoi. Et dans le lot, il y a un Captain Marvel aussi, mais c'est encore un autre.
T'es sûr? Moi, j'ai pas Oui, compris. Bah, je suis sûr c'est Novar, ouais, le personnage. Captain Ouais, c'est Marvel. Novar, ouais, voilà. Nova. Alors oui, là, je suis d'accord. Non, Novar, qui Novar. est en fait anciennement Marvel Boy et qui est devenu Captain Marvel au sein des Dark D'accord, Avengers. moi, j'avais pas cogité que c'était un Captain Marvel, en fait. Donc, vous voyez, j'ai pas tout. Enfin bref, ah oui, un truc qui m'a bien fait rire au début, c'est que le gars, il fait venir dans son bureau Maria Hill et il lui dit ah vas-y, je te vire. Je prends ta place, tu vas voir, je vais faire ça trop bien. Et l'autre, elle lui fait ah bah de toute façon, je m'en doutais, mais je voulais juste vous voir pour voir votre tête et puis vous dire ah quand vous allez vous foirer parce que ça va arriver, moi je vais bien me foutre de votre gueule. Et il elle prend à se sa casse tête et ça me fait trop une. rire, Mais c'est pas une. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas une meuf de l'AIM. Si, avec pour Victoria l'assister, End. ouais, Victoria, Ouais. oui, Ouais. c'est ça, ouais. C'est elle. Et enfin bref, donc du coup, il se lance Ou dans de son l'Hydra, je équipe. sais plus si elle est de l'Hydra ou de. Je sais pas de l'Hydra qu'elle est. Bon, elle est d'un des deux, de toute façon. Oui, voilà. Bref, donc quoi, il essaye de faire son équipe, il essaye de faire que les gens, ben voilà, kiffent cette équipe, donc il manipule un peu tout, mais ça va très vite c'est partir des en fous. sucette. C'est des fins. Ils peuvent pas interagir entre eux. Bah non, mais. C'est ça, Sentry non, mais est ça complètement marche dingue. pas. Bah non, mais déjà, Eddie Brock Venom, c'est un psychopathe, quoi. Psychopathe. Donc... Mais c'est pas Eddie Brock à cette époque-là. T'es sûr que C'est pas Eddie Brock, c'est un autre. Je sais plus comment il s'appelle. Mais je sais que c'est pas Eddie c'est Brock. Venom, de toute façon, moi j'ai retenu Venom. Attends, je vais regarder. Parce que comme je renomme tout pour suivre. Mais bon, en tout cas, c'est un titre qui est très très drôle, que vous pouvez lire, même si vous n'avez pas toutes les... Ah, c'est Gargan. Ouais, voilà, ouais. Mark c'est Gargan, Gargan. ouais. Voilà. Ouais. Enfin bon, moi c'est un titre qui m'a Qui fait est tout beaucoup aussi rire. taré Qui est même que pire Brock. que Brock. Ah ouais, non, mais il y a plein de scènes où il pète des câbles. Enfin, Ah oui, c'est complètement. Ils veulent, C'est ils complètement veulent tous taré, les bouffer. Ils veulent. oui, oui. Il y a des moments où ils s'engueulent parce que pendant les bastons, en fait, il essaie de bouffer. C'est ça, non mais ça marche pas du tout. Puis comme c'est pas des héros, bah ça fout la merde. Après bon, il y a plusieurs ennemis. Qui En vont plus, devoir affronter, il devait faire pareil dans les Thunderbolts à l'époque, mais il les bourre de cachet, non? Oui, parce qu'en fait, pour manipuler, déjà pour garder deux persos avec eux, il leur a promis des traitements pour les aider, parce qu'il y en a un, alors je crois que c'est Sentry, qui a un souci de... Oh, s'il avait qu'un souci, Sentry. J'essaie, parce que comme je connais pas trop le perso, lui, j'ai un peu de mal, mais Tu veux bon, que je le présente. en vite fait gros, je vais dire qu'il a un souci, qu'il a besoin de ce traitement. Et donc du coup c'est pour ça qu'il est resté. Et puis c'est pareil, il y a d'autres qui leur promet des pilules miracles et des choses comme ça. Lui-même, il me semble, Osborn, il prend des pilules justement pour pas que le bouffon vert apparaisse. Donc, mais ça part totalement en couille. Mais c'est très très drôle à lire, moi je trouve. Et c'est super divertissant et ça change un peu. C'est vraiment une autre facette de ce que pourrait être l'Avengeur. Et on voit justement ce que ça pourrait être quand ça fonctionne totalement mal et qu'ils n'arrivent pas du tout. Mais ce qui est marrant, c'est encore une fois ce que tu disais. En fait, c'est la même chose. On voit on voit cette équipe qui essaie d'interagir entre elles dans le quotidien et pendant les batailles. Ouais. Mais vu ils sont incapables chacun d'agir en équipe. C'est ça. Et puis il y en a, ils sont vraiment genre que dans la violence et tout. Ben oui. Donc Ça part totalement en couille. couille, quoi. Et puis Sentry, si on peut présenter Vas-y, vite fait si tu veux en le parler un peu personnage. plus. Est-ce que dire que c'est un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel Je pense qu'on peut dire Non, que c'est l'équivalent de Superman pour l'univers Marvel. mais le problème, c'est qu'il a une double personnalité. Donc il y a Sentry et à côté il y a Void. Ouais. Ouais. Et dès que Sentry fait quelque chose de bien, sa deuxième personnalité qui s'appelle Void doit faire quelque chose de mal en contrepartie. Voilà. Le Et mec c'est pour ça qu'il a peur que ce ouais, perso voilà. apparaisse. Et justement, Norman Osborn lui dit regarde, j'ai une super pilule, vas-y, reste avec moi et tout. C'est pour ça qu'il reste. Et en même temps, je crois qu'il séquestre sa femme en dehors sur la tour Avengers. Enfin, Ouais. c'est vraiment très très malsain. C'est ça. Et il me semble que Panini doit rééditer bientôt le run de Paul Jenkins où justement Sentry est né. Donc ça pourrait être intéressant à lire parce que c'est une excellente série d'ailleurs. Je pense, pour découvrir un peu plus ce perso, parce que c'est vrai que celui-là, bon, quand même, on va avoir les infos pour comprendre le récit, mais c'est vrai que si on veut en savoir un peu plus sur ce perso, le Il comprendre, faut lire sa série. faut regarder à côté, ou voilà. ou C'est un découvrir perso sa qui série. est un peu délaissé maintenant. On le voit plus trop. Bah, Mais en je l'ai fait, trouvé intéressant, en moi. fait, le truc, c'est que c'est un personnage qui est arrivé où on t'a. En fait, un peu comme pour Jessica Jones, où au moment de sa création, on t'a dit ils existent depuis des années, mais tout le monde les a oubliés. Et donc, en fait, c'est toute la base du scénario de Paul Jenkins et Jay Lee au dessin sur la série The Sentry. Et
le truc, c'est que c'est vraiment une excellente série. Tu vas comprendre en fait pourquoi il a été oublié dans cette série-là. Et c'est un personnage en fait qui revient, qui repart, qui revient. Je crois que suite à Dark Avengers, je crois qu'il est mort, mais je crois qu'il va mieux depuis. Donc. Bah oui. Et JD, c'est super beau aussi. Si vous avez, tu l'as lu sur Ozymandias, Ouais. de Before Watchmen. Non, les dessins sont ouais. très bien. Après, si vous aimez les femmes voluptueuses et sexy, vous en aurez aussi. Et du dans coup, ce- sur Dark Avengers, c'est Deodato, t'as dit. Et Deodato, c'est très très beau. Ouais, bah pareil, voilà, il y a des. Au moment où vous avez des cases avec des gros plans fessiers de femmes, si ça vous intéresse. J'essaie de vous le vendre sous toutes les facettes possibles. Non, mais le titre, c'était vraiment sympa. Moi, ça m'a fait passer un bon moment. Bah Ouais, moi ça, en fait c'est- c'est arrivé au moment où je commençais à me lasser grandement des Avengers de Bendis. Donc j'avouerais que j'ai pas suivi plus que ça la série. Bah écoute, si t'as envie un jour ou l'occasion, bah Ouais. Essaye, Sinon, tu lis hein. les Thunderbolts. C'est voilà, la même chose. Hein. Voilà, c'est un peu pareil. C'était pour changer un peu, je trouve que ça donne. Et j'aimerais vraiment. C'est un truc que j'aimerais bien voir au cinéma. Mais Ont alors, bien fait, ça j'étais pourrait être vraiment étonnée bien, ouais. en faisant des recherches, j'ai vu beaucoup de gens qui demandaient en fait une adaptation de ces Dark Avengers. Donc j'étais vachement Surtout que je étonnée. sais pas si tu. Je crois que tu me l'as fait remarquer. Le Norman Osborn dans cette série. Oui, On dirait vraiment Tommy Lee Jones. mais grave, c'est vrai, dans les dessins, on dirait Tommy Lee Jones. Et du coup, maintenant, je veux Tommy Lee Jones avec la coiffure de Norman Osborn. Ah, il se fait vieux quand même, hein, Tommy Lee Jones maintenant. Ah oui, maintenant, c'est un peu. Mais cette compliqué. coiffure, enfin, comment on a pu se dire, ah bah tiens, on va faire un personnage avec Mais- des cheveux rouges et noirs, et ça va être Des espèces parfait. de rayures Ouais. plastiques. Je sais pas. C'est roué frisé à la base. En plus, tu vois, c'est en plus faire les teintures sur les cheveux frisés, c'est un peu compliqué aussi. Hein. Je sais pas, ils ont pris des bandes, c'est des pochoirs pour faire ça. C'est tout artistique. Voilà, enfin bref. Ouais, tu donc veux c'est que j'en- une bonne, c'est un petit, Oui, petit moment c'est- de fraîcheur sympathique. C'est ça, c'est pas la plus grande série du Oui, monde, oui, faut être totalement. honnête. Mais franchement, ça fait passer un moment, ça occupe. Voilà. Ok. Alors si par exemple vous allez vous ennuyer pendant les 3 heures du dernier Avenger, vous pouvez sortir une petite lampe de poche et puis regarder tranquille ça. Ça occupe aussi. Je précise. Hein, Alors, je vais pas savoir comment vous le. Je crois qu'il y a des titres Dark Avengers tout simplement qui sont sortis Oui. comme ça, mais. Mais je sais pas s'ils ont tout regroupé dans un TPB. Ouais. Mm. J'ai. En français, non, ça a été en deluxe, Parce que moi, je crois l'ai qu'ils vu. les ont publiés. Parce que moi après j'ai trouvé en comment t'appelles ça, en kiosque il y avait. Ouais, bah moi c'est des bouts de numérique. kiosque moi à chaque fois que Mm. j'avais. Ouais, ouais, Non, alors, Dark Reign, numérique, parce que- ça se trouve, mais après. Tout ce run de, enfin tout ce moment de Marvel s'appelle Dark Reign. C'était quand Osborn était à la tête quoi. Voilà. Donc, voilà. Tu veux que j'enquille sur l'autre Tu comme peux l'as enquiller fait sur Ultimate. Ouais. Ouais. Alors bah, je vais passer à Ultimate. Alors ça je sais que c'est sorti en gros TPB. Ouais. Parce qu'ils avaient fait toute la collection Ultimate. Il y avait les X-Men, il y avait Spider-Man, il y avait tout le C'est monde. un peu plus compliqué à récupérer par contre. Alors maintenant je sais pas si c'est pas Ça n'a pas réédité. été beaucoup réédité je crois. Ah ouais, c'est dommage. Bon, enfin bref, en tout cas ça date de 2002 d'après mes recherches. Donc ça a été fait par Mark Millar, le grand ami de James. Et alors si j'ai Pour bien une fois qu'il fait compris- un truc pas potable. Ouais. Et avec lui, il y a un monsieur Carlos Pacheco, c'est ça Pacheco. Ouais. Pacheco, voilà. Donc en fait, les versions Ultimate, c'est pas mal, je trouve, pour les gens qui ont pas trop de connaissances. C'est parfait pour découvrir l'univers. Ça permet de bien découvrir. Et puis en plus, si vous avez vu les films, vous allez voir qu'il y a pas mal d'éléments qui se retrouvent là. Comme je vous le disais, il y a Joss Whedon qui a fait toute la préface du bouquin et qui vous explique un peu comment il voit les Avengers et tout. C'est plutôt intéressant. En James, plus, les Ultimates, c'est construit comme des séries, c'est en saison. Donc C'est ça. ça va être des arcs à chaque fois qui C'est ça. se tiennent ensemble, c'est plus simple à c'est lire. ça. Et puis vous retrouvez justement le Samuel Jackson. Vous l'avez de là. Je pense que ça vient de là aussi l'idée Ça vient peut-être de là, le oui. prendre. Voilà, ça Ouais, vient de de là, prendre tout le à nom. fait. Moi, je trouve ça marrant. Puis bon, vous allez avoir plein de références très fin des années 90, début 2000 à pas mal de. C'est tout de début stars. 2000, les Ultimates. Ouais, ouais. Mais t'as pas mal de références à la pop culture de l'époque, soit les célébrités ou quoi. Bon, ils s'amusent à faire le casting du film Avenger et c'est pas du tout les acteurs qu'on a maintenant. Je crois qu'on voit George Bush aussi à un moment. Oui, genre ils se foutent un peu de George Bush dessus et tout. Ouais. Et en gros, ça commence, c'est-à-dire que c'est Nick Fury qui va créer son équipe donc d'Avengers, et ça commence avec le fameux Captain America dans un flashback.
on va voir en gros comment il va se retrouver congelé et qui va se faire retrouver donc par le Shield, et on va voir toute la création de l'équipe. Donc on a Captain, on a Iron Man, on a Hank Pym et sa femme, et j'en oublie, je sais pas si on a Hawkeye, je me rappelle plus. Il y a Hawkeye et Hawkeye. il y a Hawkeye et la Veuve Noire, je crois. Oui, on les voit à un moment. Secondaires. Ils sont secondaires. On les voit plus dans la deuxième saison, je crois. Ouais. Et donc on voit toute la création et tout, et puis en même temps il y a des choses intéressantes. Oui, on voit. Pareil, tu vois, on a le Hulk. Pareil, au début, on va avoir une discussion. Vous voyez, dans le premier film, on a une discussion au début entre Hulk et la Veuve Noire parce qu'elle veut l'amener. Là, c'est avec Nick Fury à la place, et on retrouve vraiment des éléments que vous pouvez retrouver dans le premier film. Et ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, on a les problèmes extérieurs qui font des soucis. Et par exemple, on a la Guêpe et son mari qui ont des problèmes conjugaux, c'est-à-dire qu'ils se bastonnent pas mal. On a une scène qui est assez violente où la pauvre Guêpe, elle prend cher. Ça, on peut le dire, ça va bien énerver. Est-ce qu'on peut spoiler là, du coup, les origines de la Guêpe sont complètement différentes. Ouais. Elle est mutante. C'est ça, elle est mutante, elle est pas du tout avec un appareillage comme ce que vous avez pu voir au cinéma. Mais bon, sachez que Monsieur Pym, c'est quelqu'un qui n'a pas l'alcool joyeux, il a toujours eu des problèmes, qui est colérique et qui bastonne sa femme. Et on a tout un... Attends, je peux finir ? On a tout un arc justement sur ça avec, on lui dit mais pourquoi vous restez avec lui alors qu'il vous bat ? Enfin, on a vraiment tout un truc sur la femme battue et à quel point la situation est dure. Et j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai qu'il y a des scènes, c'est quand même assez impressionnant parce qu'on se dit mais quand même c'est une mutante, elle a des pouvoirs et tout, elle accepte ça. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, moi ça m'a... son pouvoir c'est de faire 2 cm de haut, quoi. Ouais, mais bon, on voit qu'elle essaye d'utiliser justement pour échapper à son mari. Mais l'autre, c'est un gros connard parce qu'il lui balance plein de fourmis dessus. C'est dans l'ADN du personnage de Hank Pym d'être aussi un connard. D'être aussi... Alors moi, c'est pas le premier comics que je vois où c'est un connard. Hein. Non, mais je demandais si historiquement, ça avait été très. Puisqu'on a quelqu'un qui en fait, historiquement, l'histoire de femme battue entre Hank Pym et Janet, c'est venu d'une mauvaise compréhension des lecteurs. Ah, ok. En fait, et du coup, après, ils ont décidé d'en faire un connard. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a donc un épisode où il essaye de se dégager de Janet, et puis quand tu vois la classe, t'as l'impression qu'il lui a collé une méga mandale, et puis qu'elle s'est retrouvée par terre, et ça a choqué les lecteurs de l'époque, et en fait, ils sont partis sur l'idée de parler du problème de femmes battues, de parler d'un vrai problème de société, quoi. Et le truc, c'est que ça va le poursuivre beaucoup. En fait, c'est un personnage qui va avoir énormément de problèmes de personnalité. C'est pas vraiment un connard dans le sens où il le fait volontairement. C'est avec Fragile, surtout. C'est même pas Fragile. Pour moi, c'est un connard. Oui et non, parce que vraiment, quand il l'a battu, ça a été par accident. Oui, mais Ultimate, c'est à peu près aussi peu racoleur qu'une émission de Morandini. C'est Millard. Hein, c'est Marc Millard. Hein. C'est le racolage, c'est le maître mot des Ultimates. Hein, donc forcément, là, ils ont forcé le trait à mort. C'est comme l'homophobie de Hulk. Moi, j'ai jamais vu ça dans les comics de base, mais là, on y va allègrement avec Captain America qui pour pousser Hulk à se battre contre des chitorils, il lui balance dans la gueule. Les gars, ils ont dit que t'étais une grosse femmelette, que t'étais une gonzesse, quoi. Que t'étais un petit peu pédé sur les bords. Ça, tu vois, c'est un truc un peu l'hyper-masculination et le fait que, si t'es pas fort, machin, on te traite de beau. C'est un peu un truc que tu retrouves beaucoup dans les années, je trouve, 80-90 aux États-Unis, ça revient souvent, ça. Oui. Donc, tu me diras, maintenant, il y a encore des gens qui sont dans cette optique-là aussi. Non, mais c'est totalement ça. Mais le truc, c'est que ça, c'est typiquement le genre de message que mettait Millard à l'époque dans les Ultimates. Il aimait choquer. Enfin, il aime toujours choquer. Lui, son but. C'est pas dans les Ultimates où il y a un Captain America, enfin un simili Captain America français qui est un traître ou une connerie comme ça. Ça me dit rien, ça. Ça me dit rien, moi. Bon, je couperai, ça doit déconner. Par contre, tiens, parce que tu parles de Captain America aussi, il y a un truc qui est intéressant, c'est que t'as le retour du soldat qui se retrouve à devoir retrouver sa famille, ses amis, se retrouver dans la réalité et qui s'aperçoit, le pauvre, que son meilleur ami a épousé sa copine et tout. Oui, et puis que surtout, et puis que surtout à cette époque-là, on peut plus dire du mal des Noirs, quoi. Ça commence à être gênant. Vraiment, il joue vraiment sur tous les poncifs possibles et inimaginables pour être racoleur. Ça fonctionne sur certains trucs. La scène où Captain America saute de l'avion sans le parachute, qui est devenue une scène culte au cinéma,
elle fonctionne visuellement, mais ouais, sur le propos, moi j'ai beaucoup de mal avec ça, quoi. Bon, après, voilà, moi je trouvais que le titre, il se laissait lire, il était abordable pour des gens qui n'ont pas, tu vois, trop de culture et qui chercheraient un titre pour un peu voir ce qu'est les Avengers. C'est l'intérêt de la ligne Ultimate. Ultimate en général, c'était vraiment une relecture plus récente des personnages historiques. C'est un peu comme ce que faisait DC avec les Year One, les Earth One. Les Earth One, ouais. Où tu redécouvres une nouvelle vision des personnages un peu plus actuelle, un peu plus récente. T'as des très bons titres, t'as du très mauvais. Pour moi, Ultimates, dans l'ensemble, c'était vraiment un titre que je trouvais pas bon. Malheureusement, c'est un titre qui fonctionne auprès du public. Mais c'est ça, c'est un titre qui est abordable. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas tout. Par contre, la base des films, moi c'est pour ça que je le mettais en avance, parce que c'est vraiment la base des films. Non, mais ça se voit que Whedon, il a repris des éléments, mais voilà, il a pas tout repris. Il a repris ce qu'il y avait de plus intéressant. C'est même pas Whedon qui a repris des éléments d'Ultimate, c'est vraiment le MCU qui s'est basé sur Ultimate. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est que ce qui peut rebuter les gens, c'est que c'est vachement daté, surtout en termes de références et... Voilà, oui, mais tu peux pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes, si vous n'avez pas trop connu les années 90, enfin début 2000 et tout. C'est vraiment début 2000. Voilà, il y a des fois où vous allez dire c'est quoi, enfin. Vous allez mais tu peux comprendre, vous allez trouver ça un peu bizarre, enfin. Ouais, mais tu peux. Non, mais je préviens. Mais tu peux pas reprocher à une œuvre qui a quasiment 20 ans de parler des références de son époque. Oui, non, mais c'est pas ça que je reproche. C'est juste que je préviens en fait les plus jeunes qui nous écouteraient, qui auraient peut-être envie de lire ce titre. Voilà, qu'il est très référencé dans son époque. Oui, mais ça c'est normal. Ça peut rebuter des gens. Non, ça pas rebuter des gens. Ça c'est normal. À la rigueur, ça je peux pas. Pour ma part, moi je peux pas y voir comme un défaut. Une œuvre, elle est représentative de l'instant où elle est publiée, notamment en comics. Il va y avoir des références de son époque. Quand t'as Superman contre Mohamed Ali. Oui, c'est sûr. Oui, c'est dans la t'as des œuvres qui sont plus intemporelles. Je sais qu'il y a des gens, enfin, c'est pourquoi j'en parle, parce qu'il y a des gens, des fois, plus jeunes que moi, avec qui je vais parler d'une œuvre un peu plus ancienne mode, qui vont dire « Ah, mais c'est trop vieux, il y a tel truc, ça m'intéresse pas. » Donc, je préfère prévenir, mais leur dire que oui, c'est très référencé, ça peut vous bloquer, mais il faut passer outre. Après, il y a des choses rigolotes, genre par exemple, tout à l'heure je parlais, ils font le casting de leur film Avengers, on se retrouve avec genre Brad Pitt en Thor, je crois qu'ils citent Keanu Reeves, ils citent Lucy Liu, les acteurs en vogue à l'époque. Voilà, c'est ça, c'est les acteurs en vogue à l'époque. Marrant. Il y a même Freddie Prinze Jr. à un moment, ça m'a fait rire. Ou au tout début... Tony Stark, en fait, il est avec l'actrice qui jouait dans Scary Movie. Oui, et à un moment, il doit voir Cameron Diaz aussi. Voilà, c'est ça. Non, mais les références, elles sont forcément de l'époque où ça a été écrit. Et on peut pas lui demander d'avoir des références d'aujourd'hui, quoi. Non, ça c'est sûr, mais bon, je préfère prévenir parce que voilà, dire oui, il y a ces références-là, ça peut vous bloquer, mais essayez de passer un peu outre et comme ça vous donne un premier aperçu. Ouais, mais c'est pas si gênant que ça, enfin, c'est pas... Moi, non, mais je te jure, il y a des gens qui me disent « Ah, il y a du grain dans l'image, je vais pas regarder. » Donc, tu vois, à partir de ce moment-là... Oui, mais ça, c'est des boulets, quoi. Voilà, mais je préviens. C'est pas le découverte du Silver Age ou du Golden Age où là, vraiment, ça reste compliqué à lire pour quelqu'un qui a passé... Non, même pas. À partir du moment où tu as envie de lire quelque chose, tu y vas. Mais c'est plus compliqué de Ah non, c'est faux. Non, mais si tu te bloques sur ça, c'est que t'as pas envie de le lire, en fait. La lecture demande un effort, qu'elle soit récente, qu'elle soit plus lointaine. L'auteur te propose quelque chose, c'est à toi d'être réceptif au discours de l'auteur et à ses références. C'est pas à lui de faire l'effort de se mettre au niveau du lecteur. Oui, non, mais je vais pas dire ça, c'est sûr. Ils sont plus datés que tout. Enfin, mais même que ça soit plus daté que d'autres, ça n'empêche pas que ça reste compréhensible par tous. C'est à partir du moment où tu fais l'effort. Je suis désolé, tu prends les Trois Mousquetaires, tu peux le lire aujourd'hui, tu vas comprendre si tu as envie de le lire. Non, mais voilà, tu soulèves le point, c'est ça, l'envie de le lire. Mais bon, c'est vrai que je préfère prévenir. Parce que comme ça, les gens savent à quoi s'attendre et puis ils voient s'ils ont envie de le lire ou pas. Si tu veux mais qu'il ne faut pas s'en servir comme un univers argument, à quelqu'un. Genre, tu veux faire découvrir Batman à quelqu'un, tu vas pas lui faire lire
du Batman, enfin où tu vas pas lui montrer ça Batman de dépend 66 par exemple. Ça dépend de la personne, parce que moi perso, tu vois, regarde, je voulais découvrir du Spider-Man, bah je me suis acheté, tu vois, les vieux où il y avait les toutes premières histoires et tout, parce que moi j'aime bien savoir les origines des choses. Bah moi par exemple, je Avant lui le donnerais début, Ultimate j'ai- Spider-Man qui est parfait à mon avis pour découvrir le personnage. Ouais, bah moi tu vois, j'ai Qui a préféré peut-être lire qui est après. un peu plus Mais ça dépend de la personne Ouais, mais, en fait. mais qui là aussi est daté au niveau des Ouais, références. c'est daté, c'est complètement Mm. daté au niveau des références. Non, Mais moi je donc, préférais juste prévenir, c'est tout. c'est pour moi c'est au lecteur de faire l'effort de lire le titre, hein. C'est pas au bouquin Ah non, de mais s'adapter au lecteur. on est d'accord, hein. Non, mais on est d'accord. Mais c'est juste que voilà, moi, tu sais, j'essaie de penser à tous les types de lecteurs qu'il peut avoir, donc je préviens. Et si Après, tu pars, voilà, ils font comme ils veulent. si tu hein. pars du principe que tu as envie de faire découvrir ton univers et que tu as envie de, enfin, Mm. enfin, avec Comics Discovery, c'est vraiment je veux dire, la valeur qu'on essaie de mettre en avant, c'est qu'on veut faire découvrir notre passion à des gens qui auraient envie de s'y mettre, parce de qu'on s'y sait que des mettre, fois ça peut et être compliqué. je comprends ton discours et je le Non, mais on est d'accord avec lui. je suis ça, d'accord c'est avec ça, toi. on est d'accord. Mais l'idée c'est de le faire découvrir dans les façons les plus optimales possibles. Bah justement, les Ouais. plus optimales possibles, c'est de proposer les bons titres, c'est pas les titres récents. C'est pour ça qu'on parle d'Ultimate. Ah oui, non, mais on dit pas le contraire. Non, mais hein. justement, au niveau des références datées, c'est un problème temporel. C'est soumettre l'idée qu'en fait, le lectorat est con de base et pas foutu de fouiller sur Internet pour comprendre une référence. Et ça, moi, je trouve ça inqualifiable. C'est pas de notre base. discours, regarde de quoi j'ai pas. Moi j'ai parlé de. Oui, Non, mais non, il mais parle de je- ce que j'ai dit moi. Ouais, Il parle de ce c'est que j'ai dit, moi. un lecteur, s'il a envie de comprendre un titre, qui soit un jeune lecteur, pas un jeune lecteur. Surtout aujourd'hui, putain, t'as Internet, t'as Google. Les gamins qui vont commencer à lire du comics, ils sont pas cons, ils savent se servir de Google quand même. Mais après, peut-être que je me suis mal exprimée, parce que ce que je voulais dire, c'est oui, il y a des références datées, mais il faut pas, il faut passer outre ça et pas s'en servir pour dire ah non, je vais pas lire ce titre parce qu'il y a des vieilles références. Non, mais Parce que c'est des commentaires que j'ai eus en fait. Oui, tu mais vois. ça, c'est ce que je te dis. Ça, c'est des Mhm. lecteurs cons. Ça, Ouais. ça, c'est des lecteurs qui de base ne veulent pas faire l'effort. Ils veulent qu'on leur amène de l'intelligence prémâchée. Mhm. Bienvenue dans Radioactive. Non, Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Après, il y a des gens aussi, ils ont un peu Non, mais- peur non, mais je d'aller suis dans d'accord des avec vieux. Tu sais, t'as des gens, ils ont un peu peur de découvrir des vieux titres parce que des fois, ils ont cette peur de pas oui, arriver à rentrer dedans. Tu sais, parce que quand tu vois maintenant, on a tendance à te dire ah bah tiens, si tu comprends pas ça, si tu lis pas ci, si tu fais pas mi, t'es nul. Donc quelque part, il y a aussi une peur peut-être de certains oui, mais de mais pas ça, être à la hauteur de ce qu'ils lisent aussi. Mais Donc, ça, c'est un peu problème embêtant. de pression sociale. Ouais, ouais. Moi, j'ai 41 ans, la pression sociale, il y a longtemps que je l'ai envoyé bouler Oui, derrière moi. voilà, avec C'est- l'âge, on a la sagesse un peu. Oh, bah non, ça, je te jure que non. Non, t'es pas sage. mais le truc, en fait, c'est que voilà, c'est aujourd'hui, tu vois, dans le temps, on réclame, quand quelqu'un écrivait un bouquin, un comics, ou faisait un film, il réclamait en fait que la personne à qui il s'adressait soit assez intelligente pour comprendre ce dont toi tu voulais parler. Mhm. Aujourd'hui, on est arrivé à une époque où c'est, en fait, faut que tu fasses semblant que ton œuvre soit intelligente parce que les gens ont pas envie de savoir ce qu'il y a d'intelligent dans ton texte. Oui, Tu prends Plus tu prémâcher prends- le travail. tu prends un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Terry Pratchett, Mhm. paix à son âme malheureusement, donc qui a des romanciers les plus drôles que j'ai lus. Ces bouquins fourmis de milliards d'idées intelligentes et d'un regard très critique et cynique sur le monde qui est incroyable. Et le truc, c'est parce que c'est de l'humour, ah bah non, en fait, c'est pas intelligent. Et, Oui, non, ça. on en arrive à là, comme tu dis, oui, il y a toute une génération de lecteurs qui fait ah oui, mais non, c'est j'ai pas envie de chercher, mais lisez pas si vous avez pas envie de lire, quoi. C'est tout. Mais moi, je trouve ça triste, tu vois, qu'on me dise ah, je vais pas découvrir cette œuvre parce qu'elle date de, tu vois, 2000, Oui. 90, 80. Je trouve ça triste de pas avoir. Je suis d'accord avec cette toi, envie. c'est hyper triste, mais c'est eux que ça regarde. S'ils veulent passer à côté de choses, à côté d'œuvres essentielles, c'est comme si, tu vois, aujourd'hui on me disait, tiens, je veux pas regarder Shining de Stanley Kubrick parce qu'il date des années 70. Ah ben, on me l'a dit ça. Oui, mais c'est complètement con. Ça reste un des films les plus brillants qui soit dans sa Ah forme. oui, bah, en termes de mise en scène, de travail sur le son, enfin de tout, c'est vraiment un bijou. Voilà. Et le truc, c'est que chacun
va vers les œuvres qui l'intéressent. Mais de là à dire, faut y aller parce que c'est un peu facile. Là, c'est vraiment prendre le lectorat pour des cons et c'est pas sympa pour eux. Et oui, il y a une partie qui est con, ben laisse-les dans leur coin. Ils se débrouillent très bien entre eux. Hein. Moi, je pense qu'il faut, parce que je reviens sur Ultimate, ce qu'il faut vraiment mettre en garde le lecteur, c'est que c'est du Mark Millar. Donc, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui aime choquer, qui a des soucis. C'est pas quelqu'un qui écrit avec des pincettes, c'est quelqu'un qui a envie de choquer et qui le fait très bien. Mais encore, sur Ultimate, ça va. C'est pas trop gratuit. Sur le premier Ultimate, ça passe à peu près. Après, je dirais pas il y a la séquence de The Wasp, qui est ultra choquante. Mais là, à la rigueur, le propos, c'est normal que ça choque. Si ça te choque pas, honnêtement, qu'elle se fasse massacrer par son mari, c'est que t'as un problème. Vraiment, c'est que t'as un problème si ça te choque pas. Après, les insultes homophobes et racistes, je trouve ça un peu cringy. Déjà à l'époque, ça m'avait un peu perturbé. Mais le truc, c'est tu prends, par exemple, c'est pas le seul à aimer choquer Millar. Tu prends Garcenis, c'est pas le dernier pour faire de la provoque. Mais Garcenis, quand il va faire de la provoque, il y a du fond derrière. Il y a toujours une idée qui vient derrière. Tu prends The Boys. Tiens, justement, on en parlait avant l'émission, il y a une série qui se prépare sur Amazon Prime. The Boys, en fait, c'est une série qui est très sale gosse, très, très bête et méchante, mais où tout ça va mener à un véritable fond. Et c'est ce qu'on trouve pas chez Millar, malheureusement. Le problème la différence entre Ennis et Millar, c'est que Ennis, il veut te choquer pour de dire quelque chose. C'est ce qu'il vient de avec un propos, dire. Oui. Et Millar, il choque parce qu'il veut parce qu'il veut vendre. Il veut vendre voilà. et il veut qu'on parle de lui. C'est vraiment le Morandini du comics. Mais c'est pour ça que tu vois, je dis le 1, ça passe, c'est divertissant. Mais par contre, pour avoir lu un peu la suite, je suis moins intéressé. Ouais, tu peux. Mais pour découvrir l'univers et pour découvrir un peu Ultimate, moi je dirais que ça donne un aperçu. Mais après, je conseillerais plus ces autres titres dont on a parlé. Voilà. C'est vraiment pour voir un aperçu de création de l'équipe. C'est une vision qui est pas inintéressante des Avengers. Mais oui, si vous ne connaissez rien, c'est toujours intéressant à lire. Mais faut pas vous dire que les Avengers, c'est ça. Oui, c'est surtout ça. Parce que pour beaucoup, en fait, les Ultimates ont défini les Avengers. Et... Au cinéma, oui, mais pas... même pour eux, en fait, les Avengers, faut forcément que ça ressemble à Ultimates. Non, si t'as envie de lire Ultimates, va lire Ultimates. Laisse les Avengers être les Avengers en comics, quoi. Après, par exemple, pour les gens qui connaissent les Avengers que des films, ils peuvent commencer par celui-là parce que ça va faire une espèce de transition. Ils seront pas trop perdus. Et après, peut-être, tenter d'autres titres qui vont offrir quelque chose en plus qu'ils n'auront pas eu dans les films et qui peuvent être intéressants. Et si tu devais, parce que tu conseillais la guerre Kree-Skrull, qui est un truc un peu classique, mais si la consigne c'était fait découvrir un game, genre il y a ton petit neveu de 13 ans qui vient te voir et qui te dit j'ai envie de lire du Vengeur. Tu lui donnes Mark Millar. Comme j'ai envie de lire du Vengeur, mais pas comme je l'ai vu dans les films, mais du truc plus récent, peut-être plus moins daté, c'est peut-être pas le terme que j'utilise. Moi, dans ce que j'ai vu dans les trucs récents, tu vois le All News et tout ça, c'était pas hyper passionnant. J'ai pas vraiment accroché. Moi, clairement, en fait, je proposerais New Avengers par Bendis. Ouais, donc la refonte après Avengers Disassembled. Disassembled, moi j'avais détesté à l'époque. Ouais. Parce que c'est vraiment en fait Bendis qui veut casser le jouet pour pouvoir tout reconstruire derrière. Et c'est vraiment un épisode où vraiment il casse tout pour le plaisir de tout casser. Et ça, j'ai détesté ouvertement. Pas trop, ouais. Non, c'est pas que ça fonctionne pas. C'est juste. Il n'y a aucune raison de faire certains trucs qu'il fait. Il tue Hawkeye pour le ressusciter après dans House of M. Quel était l'intérêt de le tuer ? Il aime peut-être pas Hawkeye. Il voulait non, il l'aime pas. Comme ça, ouais. Non, il l'aimait vraiment pas, Hawkeye. Donc c'est pour ça. Ouais, mais ça servait à rien de le buter comme ça, quoi. Alors, en fait, tu vois, c'est ce que je te disais sur les délires
d'auteurs stars. On avait le même problème sur le run de Batman par Snyder, où Snyder a décidé qu'il détestait Damian et qu'il voulait pas qu'il existait. Donc il a décidé de ne jamais en parler dans son run. Mais parce qu'il savait qu'il allait pas faire long feu. Bah il est toujours là, hein, Damian. Oui. Je suis désolé, hein, ça va faire quand même quasiment 10 ans qu'il est là. Non, lui, il aimait pas le personnage, il en avait rien à foutre, il refusait d'en parler. Et c'est en fait le même souci avec Bendis, et il s'est dit, je suis chez moi, je fais ce que je veux, et je vous emmerde. Et vraiment, Disassemble, j'avais détesté ça. Par contre, le premier arc qui ouvre ces New Avengers, donc c'est une... il n'y a pas d'Avengers, c'est juste en fait les prisonniers du Raft, qui est donc la prison des super vilains au large de New York. Il y a une évasion enfin même pas une émeute qui se prépare là-bas, et des héros qui sont groupés plus ou moins accidentellement, qui vont être obligés de faire front commun pour s'en sortir. Je trouve cet arc vraiment très cool. C'est avec Luke Cage Luke Cage avec Spider-Man qui déboule et compagnie, quoi. Non, c'est pour le coup ça je le conseille fortement parce que ça se lit très bien, c'est intense. Les personnages, tu les connais quasiment tous. Puis les dessins sont pas dégueux, il me semble. Oui. Je sais plus qui c'est qui est au dessin. Je sais plus, mais pour avoir regardé vite fait, c'était pas dégueu. Ouais. Je pense qu'on a fait un peu le tour des trucs qu'on pouvait. Mais je suis d'accord avec ton choix, c'est pas mal aussi. Ouais, j'avais kiffé New Avenger aussi. C'était dans les trucs que j'avais sélectionnés. C'est pour parce ça qu'à la base, si c'était pas fermé, j'avais sélectionné plusieurs titres dans le lot, et il y avait New Avenger. Celui-là, c'était pas mal aussi. Ouais. Donc, je pense qu'on vous avez déjà deux trois trucs à lire. Mais franchement, voilà, Avengers, c'est vraiment, il y a des titres sympas. C'est une équipe qui est intéressante, même si on a l'impression que c'est un gros foutoir. Mais voilà, c'est un gros foutoir, hein, c'est Marvel. Ouais, mais il faut non, découvrir. Non, mais même la Justice League, même la Justice League chez DC, c'est un énorme bordel, quoi. Si tu prends le casting total de la Justice League, ils doivent être encore plus que les Avengers, quoi. Oh oui, je pense. Hein. Mais bon, c'est vrai que encore une fois, enfin moi je sais qu'au départ, Avengers, je me disais oula, mon Dieu, je vais jamais m'y retrouver, il y a trop de trucs et tout. Et puis, il faut pas rester bloqué sur cette peur-là, et il faut y aller, il faut découvrir des titres, et après, vous verrez que ça passe tout seul. Hein. Après, la qualité par rapport, on confond, enfin, on repartait avec Justice League, où vraiment, les personnages de DC, on l'a dit plusieurs fois, c'est des icônes plus que des humains. Et vraiment, la force d'Avengers, c'est un peu la force de Marvel, c'est que c'est des personnages humains qui vont vous faire t'as quand même des dieux dedans, genre Thor, mais qui arrivent à être compréhensibles, avec des psychologies plus humaines et avec des problèmes plus humains. Oui et non, parce que après tout dépend des auteurs qui vont travailler dessus. Quand t'as Bussy qui travaille sur Avengers, forcément t'as les Avengers que t'as lu, mais il aurait travaillé sur la Justice League, t'aurais eu une Justice League équivalente. C'est vraiment en fait, les Avengers, c'est comme tous les super-héros. Faut arrêter de suivre un personnage ou une équipe. Faut vraiment y aller pour des auteurs parce que tu aimes cette manière d'écrire et tu aimes la manière dont il va appréhender les personnages. Mais ça, c'est le problème du comic, c'est quand tu ne connais pas. Et enfin, moi, je parle avec plein de gens, et même à chaque fois qu'on recrute, là, on un peu la popote derrière les coulisses. Mais je parlais, il y avait déjà, mais je pense à Cédric ou à même Charlie et Noémie. Moi, quand je discutais avec eux, je parlais d'auteurs, je parlais de dessinateurs. Moi, j'ai du mal à retenir tous les noms, je commence à m'y mettre, mais c'est vrai qu'au début, quand je voulais me remettre au comics, j'allais vers les persos qui m'attiraient, en fait. Mais justement, c'est ça qui différencie un lecteur occasionnel de comics et un lecteur de comics régulier, c'est qu'au final, la plupart d'entre nous, on y va parce qu'on sait qui écrit ces titres-là, qui les dessine et compagnie. On sait qu'il va écrire un personnage de telle manière. Moi, je sais que si je vais lire les meilleurs en indé, je vais adorer. Je sais que si je vais le lire sur une équipe de super-héros chez DC ou Marvel, que je vais trouver ça nul. Alors que c'est le même auteur. C'est une question d'habitude aussi, c'est-à-dire à force de lire. Et parce que en fait, je me suis dit, cet auteur-là, faut que je le suive. Straczynski, c'est pareil. Straczynski, je sais qu'il va y avoir une grosse composante sur la psychologie des personnages. Et tu parles de Straczynski à 90%
des lecteurs occasionnels de comics, ils savent pas qui c'est. Et puis tu vas leur dire, oui, bah c'est le mec qui a créé Sense8 avec les sœurs Wachowski. Ou même Babylon 5. Déjà. Oui, non, mais Sense8, ça parlera à plus de monde que Babylon 5 maintenant. Mais c'est très bien, Babylon 5. Ah, mais je suis d'accord avec toi, mais ça parlera à plus de monde maintenant, quoi. Ça a été plus mis en lumière que Babylon 5 à son époque. Ouais, c'est dommage. Oui, tout à fait. Mais le truc, voilà, tu leur dis, c'est le mec qui a créé Sense8, ils vont faire, ah, bah ce mec-là, voilà, c'est quelqu'un qui écrit des personnages humain, quoi. C'est un des mecs qui a fait le meilleur run sur Après, Spider-Man. comme je dis, tu vois, quand tu connais pas au début, faut pas avoir peur de se lancer, justement, et de tester plein de choses. Ouais. Et au fur et à mesure de vos lectures, justement, là, vous allez pouvoir vous dire, ah bah tiens, ça fait plusieurs livres que je lis de cet auteur, ah bah, j'aime bien son style. C'est pour ça qu'on Donc, insiste on va autant sur les retenir. noms et qu'on essaye de vraiment de vous faire, de moi, tu vous vois, c'est apprendre ça. à les découvrir. Mais c'est ça, tu vois, moi, à force de continuer à lire des trucs pour l'émission et tout, je commence à m'y mettre et je commence à me dire, ah bah tiens, ça j'avais bien aimé de cet auteur-là, effectivement, j'ai bien aimé celui-là aussi. Ou bah ça j'avais aimé ce titre-là et pas celui-là, ou ainsi de suite. Oui, Et c'est ça qui est cool. Et à force de lire un même auteur, en fait, tu vas comprendre ses habitudes et ses travers, et tu sais sur quel type de titre il va être bon, ouais. et sur quel type de titre il va être mauvais. Tu prends, comme je te disais, les meilleurs. En règle générale, je trouve que c'est un auteur qui est très bien. Par contre, c'est Justice League, je les ai trouvés imbuvables. Alors, je sais pas si je les ai lus, c'est juste. C'est Justice League United. Alors, je crois pas que j'ai lu celui-là. Et pareil, il avait écrit, je crois, c'était une des séries X-Men, et c'était pareil, c'était imbitable, quoi. Et pourtant, ce mec-là, en règle générale, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais Qui est sur Wolverine Non, je sais plus en fait. Je sais plus. Non, c'est pas lui. De Wolverine avec The X-Men de Bacalo. Je crois que c'est le meilleur. Non, c'était pas Jason Aaron. Ah, c'est Jason Aaron. C'est plus Jason Aaron. Hein. Mais voilà, le truc, c'est qu'en fait, lire par équipe et compagnie, c'est une porte d'entrée. Mais il faut aller plus loin que l'entrée. Il faut rentrer dans le couloir à un moment donné. C'est ça. Mais ouais, il faut pas avoir peur, faut se lancer et puis tester plein de choses et puis noter ce qui vous a plu, pas plu. Et puis, de toute manière, tout le monde connaît au moins un super-héros. Que ça soit Spider-Man, que ça soit Superman, que ça soit Captain America, la personne qui me dit qu'il ne sait pas qui c'est un menteur. Ou alors il a vécu dans une grotte jusqu'à maintenant. Mais... Est-ce que ce serait pas la meilleure conclusion qu'on pourrait faire pour cette Si, je trouve. Cette émission du coup, vous savez de quoi lire, hein. Donc on vous rappelle un peu les titres qu'on vous a conseillés. Donc New Avengers de Bendis. Tu conseilles Ultimate de Millar et Deodato du coup ou pas? Alors moi je dirais que le Ultimate c'est bien si tu veux passer des films aux comics, mais c'est pas le truc que je vais retenir à fond. Je vais plus retenir encore tu vois Dark Avenger qui était drôle, celui dont tu as parlé et puis le New Avengers aussi, c'est vrai qu'on aurait pu le proposer. Et Dark Avengers c'est de Bendis aussi je crois. Ouais bah ça en fait Mais tu vois Bendis ça dépend les titres, il y a des titres je vais bien aimer ce qu'il propose et d'autres titres je vais moins aimer. Il me semble qu'il avait fait du Captain America. Et que j'avais pas accroché, si je me trompe pas. J'en ai aucun souvenir, donc ça je te dirais. dirais. Quelque chose, James, ou pas? Non. Je sais que j'ai lu un truc de Marvel de lui, il me semble que c'est du Captain America. Il a fait du Spider-Man beaucoup. Je confonds peut-être. Bah, les Ultimate Spider-Man, c'est lui. Ouais. Et par contre, c'est Ultimate Spider-Man, ça je les recommande, que ça soit la partie avec Peter Parker ou la partie avec Miles Morales, je les conseille tous les deux parce que c'est une très très bonne lecture, quoi. Et moi aussi, je crois que je vous l'ai déjà assez répété, que j'avais aimé son run sur Spider-Man, que j'avais pleuré devant mes à la mort de Peter. Voilà. et cette baffe, c'est Steve. C'est Steve ou c'est Tony qu'elle frappe, je sais plus le temps, mais je crois que c'était Steve. Oui, il me semble que c'est Tony, mais ça fait très longtemps que je les ai pas lus, donc... En tout cas, c'était très très beau. Je vous les conseille très très fort. Du coup, toi, c'est la guerre des Skrulls, Avenger, la guerre des Skrulls, de Adam et Steve, c'est ça, Buscema Sal et John. C'est Sal et... ok. Sal et John Buscema. Ok, moi c'est Thomas. Non, Roy Thomas au scénario. Ah, voilà. Voilà. Pourquoi il y avait Thomas dans mes trucs. Ok, donc ça... c'est Iron Man que j'ai lu de Bendis. Peut-être. Et que j'ai pas aimé. C'était le Invisible Iron Man, qui était particulier. Ah, avec Iron Heart. Ouais. Je sais plus. Ouais, c'est ça, ouais.
Ok. Parce que je suis allé revérifier, ça m'énerve, je sais que c'était un des deux, et c'était Iron Man. Voilà. Et moi, c'est les Avengers de Buzik et Perez. Ouais, mais celui-là, il était bien aussi. Donc vraiment, vous avez de quoi faire. Nous, n'oubliez pas qu'on vous donne rendez-vous si vous avez envie de voir le film Avengers Endgame avec je peux nous. laisser ma place. Rendez-vous jeudi. Normalement, j'espère que j'arriverai à poster ce Comics Discovery avant jeudi. En tout cas, on vous donne rendez-vous jeudi à 18h30 à Easter Egg à Montpellier pour aller voir le film avec nous. On remettra toute l'adresse. Ouais, il y a une adresse avec l'événement. Il y a un événement Facebook. Si vous n'êtes pas sur Facebook, demandez-nous sur Discord ou sur Twitter. On vous expliquera. D'ailleurs, c'est la fête sur Discord. Hein, ça. Ouais, les gens qui sont... vous pouvez nous retrouver sur Geek en série. Cette semaine, on vous parlait de Code Quantum. Une très chouette série des années 90. Fin 90. Ça a commencé en 89 et ça finit en 93. Ok. Ou 84. Est-ce que tu aimes Code Quantum C'est un classique. Quand même. Quand même comme ça. Et puis il y a aussi les fameux geeks en Westeros. Et il y a Geeks en Westeros, malgré que Faye n'aime pas le titre de l'émission, où on vous fait les récaps de Game of Thrones toutes les semaines. Voilà, avec des petites théories, puis à chaque fois on essaie de recevoir des gens, on rigole entre nous. Space, on te retrouve sur Audioactive, donc sur IT's, sur Comics Fair. Comics Fair, oui, d'ailleurs le prochain épisode sera avec Faye qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Elle est sympa cette fille. Moi j'ai donné mon thème déjà, j'attends l'invitation, j'ai envoyé le... Donc ouais, et je sais plus où je voulais en venir. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Audioactive c'est la même chose, Comics Fair c'est la même chose, Twitter, Instagram. Non, vous n'avez pas Instagram, Twitter, Facebook. Facebook et Twitter seulement. Et surtout Twitter en fait. Oui. Plus Twitter. Oui. Mais je trouve que Facebook en ce moment, ça part. Mais Facebook, ça devient, c'est mort Facebook. C'est un autre débat. Space, tu es le bienvenu pour n'importe quelle émission dès que tu veux. Dès que je peux dire du mal de Millard, moi je suis content. Je pense que ça va être le principe de cette émission, dire du mal de Marc Millar. Alors, après, on comprend et on respecte ceux qui aiment bien. Mais il y a certains trucs qui sont bien de Marc Millar. Ah mais t'as le droit d'aimer, hein. mais le mec est putassier à couleur, ça fait quoi. Holman Logan, il est pas très sympathique. C'est putassier à couleur, Holman Logan, je suis désolé. Le film est bien plus subtil que peut l'être le comics. T'avais pas aimé Holman Logan? Je pensais que c'était... Non, franchement, non, c'est... Ok. C'est du même niveau qu'Ultimates, hein. C'est du trash pour faire du trash, quoi. Donc, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que ça m'en touche une sans bouger l'autre. Ah, l'autre, là, le Qui casse qui casse le premier, ça passe, mais le deuxième, c'est nul. Tu parles du film ou du comics? Les deux. Moi, qui casse, en fait, je trouve ça tellement pareil, moche que... le truc, là, d'agent secret, j'ai voulu voir le comics. Putain. Merde, comment ça s'appelle? Ah, truc... Kingsman. Ah, Kingsman. J'ai voulu lire le comics, mais c'est très mauvais. Ah, c'est nul. Enfin, j'ai pas aimé du tout, et j'aime que le premier film, en fait. On en a parlé dans un Comics Discovery, c'est avec un Dave Gibbons qui vraiment est au bout de sa vie, je crois. Non, le mec pas motivé, hein, de toute façon. En même temps. Ça se sent. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense, voilà, on a fini. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, on vous parle de Ninjak de chez Valiant. Ouais, même si Faye a dit que... Non, Spades a dit que Valiant était en train de mourir. De toute façon, ils sortent quasiment plus rien. Hein, mais ils vont être sauvés par le film avec Vin Diesel. Et voilà, exactement. Ou pas. Si s'engueulent. Le pire, c'est que je me suis tapé il y a pas longtemps les Bloodshot de Lemayer. Puis de me dire que c'est Vin Diesel qui va jouer ça. Non, ça putain, fait non. mal. Hein, non. Ils sont bien les Bloodshot de Lemayer. Moi, j'aime beaucoup les Bloodshot. Oui, ils sont bien, oui. Donc, ça va pas être ça au cinéma. Non, ça va être plutôt comme le Bloodshot du début du reboot. Mais moi, j'ai vraiment des doutes que ça fonctionne parce que le personnage est pas hyper connu. C'est vraiment. Aux USA, ça marche. Non, ça marche quasiment pas. Faut arrêter avec Valiant. Valiant, ça vend très peu si tu prends les chiffres de vente.
Mais c'est pour ça que je suis étonné qu'ils fassent un film en fait. Enfin... Bah, ils sont à la recherche de n'importe quelle franchise pour sortir des films comics maintenant. Après, vaut mieux Bloodshot que beaucoup de merde lamentable qui sortent. Hein. Est-ce que t'as lu le Archer et Armstrong de Barry Windsor Smith qui sort en Il y a longtemps, oui. C'est un truc que tu conseilles? Franchement, bah d'un côté, j'ai pas envie de vous dire non parce que c'est Bliss et puis Bliss c'est un copain quoi, donc je vous dirais d'acheter. Mais franchement, c'est difficilement accessible, je trouve. Ah ouais. Tu confais. Merde. Tu conseilles plus Weapon X si pour lire du Windsor Smith? Oui, entre autres. Déjà, c'est largement meilleur, oui. Après, c'est pas nul, hein. C'est Archer Armstrong, loin de là. C'est juste, en fait, c'est le ton humour de l'époque. C'est pas le même humour que maintenant, quoi. Ça en revient au même problème que tout à l'heure. Hein. Bah, c'est sûr. Hein, est-ce que je l'ai coupé? Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Ah bah, c'est vrai, tu vois, sur certains films des années 80, là, t'as des blagues, ça me faisait rire quand j'étais gosse, mais alors quand je les revois maintenant, bah non, c'est creepy. En tout cas, le LUL donne bien. Enfin, je trouve qu'il se foutent pas la gueule du monde. Et que c'est franchement enfin, les contreparties sont vraiment sympas. Et... Non, ce que fait Bliss, c'est très honorable. Je suis beaucoup moins fan de Valiant maintenant que j'ai pu l'être au moment du relaunch de l'univers Valiant. Mais ce que fait Bliss en termes d'édition, c'est plus que correct. C'est d'un niveau de qualité très honorable. Oui, franchement, les éditions sont super belles. Après oui, fois, forcément, ils vont dire que tout est génial alors que c'est pas vrai. Mais ça, c'est normal, c'est ils essaient de vendre ce qu'ils ont à vendre. Ah bon, on en a lu qui était pas très bon. Docteur Mirage, on pense à toi. Par exemple, et puis l'autre là qui faisait des trucs vaudous là. Ah, Shadowman. Ah non, ça s'appelait Kisheman en fait. Hein. Ouais, The Delinquents que j'ai trouvé lamentable. Moi, c'est quoi que j'avais lu? Ah putain, merde, le truc. Le truc en Australie, la Divinity. Oh. Ah oui, c'était pas bon ça. Non, c'était une Divinity. Non. J'avais bien aimé le truc avec la chèvre qui tire des. Quantum et Woody. Ouais, parce qu'il y a une chèvre juste qui tire des lasers. Non mais voilà, eux après ils vont forcément dire que c'est génial, mais c'est normal, ils essaient de le vendre. Mais ce qu'ils font en termes de qualité d'édition est plus qu'honorable, ils méritent des félicitations pour ça. Après voilà, c'est chacun ses goûts. Si vous prenez plaisir à lire des titres que je trouve lamentables, c'est votre problème, c'est pas le mien. Et tant mieux d'un côté. Tant mieux. Bah oui, tout à fait. J'ai absolument pas la science infuse et heureusement qu'il y a une diversité de goûts pour les comics et compagnie quoi. Ouais. Heureusement parce que si on devait tous suivre les goûts de Grey Pigeon et de Spades, il y aurait pas grand chose qui sortirait au cinéma. Et d'abord ce qu'il faut retenir, c'est qu'une œuvre qu'on ne peut pas critiquer, c'est une œuvre qui n'est pas intéressante. S'il y a des défauts, c'est des fois ce qui en fait l'intérêt. Mais c'est très bien dit. Et c'est très belle fin pour ce Comics Discovery. Merci Spades d'être venu. Merci beaucoup. Oui, merci à vous de m'avoir invité. Merci Faye. Oui, bien merci James de m'avoir accueilli dans notre chambre. C'est là qu'on enregistre parce que j'avais la flemme d'aller ailleurs. Voilà. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine et merci de nous écouter. Peut-être que je serai décédé en voyant Avengers. Et surtout, allez faire un petit tour du côté des autres podcasts d'Audioactif. Vous verrez, c'est que des trucs de qualité faits par des gens passionnés. Et voilà, on ne peut que en faire de la pub. C'est des bons produits. Voilà. Ouais, voilà. Sans faire en mode télé-shopping. Alors, Maryse Alors, VHS et canapé, Maryse. Eh bien, il y a des canapés qui sont très confortables. Non, bon, on va se calmer. Pour la modique somme de 579 francs. Et vous pouvez payer en 4 fois sans frais. Et bien sûr, le deuxième canapé est offert. Voilà. Si vous êtes abonné au club Audioactif, vous avez 20% de... Bon, allez, on vous laisse. Vous aurez la bûche de commando offerte. La bûche de commando offerte. N'importe quoi. Allez, à la semaine prochaine. Bye. Salut. Allez, ciao.